Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une interview très intéressante qui va être basée sur les relations amoureuses, sur l'amour, sur l'éveil, sur la conscience. Et pour cela, j'ai invité Sandrino. Est-ce que tu pourrais te Bonjour. présenter? Salut Diane, salut tout le monde. Je m'appelle Sandrino Moncinelli, je suis coach en relations amoureuses et en développement personnel, parce que pour moi ça va quand même un petit peu ensemble. On va dire ça aide. Depuis 2012, j'ai créé le site qui s'appelle Réussir ses relations. J'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom Qui marche très bien, et hein? pas mal. Ouais. Et qui aide les personnes qui sont on va dire, j'allais dire en recherche de solutions, mais on va dire plutôt en difficulté à essayer de trouver une voie pour traverser les moments difficiles, je dirais surtout, Hmm. et s'élever. D'accord. Et quel est le type de personne qui vient vers toi? Est-ce qu'il y a une majorité de femmes, d'hommes? C'est quel type de personne en général? Pour quel problème? Alors, on va dire que c'est à la base, c'est plus souvent les femmes qui, euh, qui se font aider. Je ne sais pas si c'est lié au fait que les hommes ont un petit peu de mal des fois à demander de l'aide. Mais je pense qu'il y a deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. C'est plus des femmes, mais il y a quand même une proportion d'hommes, j'allais dire de plus en plus. En tout cas, j'en vois de plus en plus qui viennent demander de l'information, des conseils, de l'aide, et qui aussi subissent des situations difficiles, bien entendu. Hmm. Ah, messieurs, allez-y, on vous encourage. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. Je suis thérapeute et coach spirituel. Donc j'aide les personnes à se reconnecter à leur cœur, à leur enfant intérieur, mais surtout à leur guide, à leur moi supérieur, à leur âme, pour retrouver leur voie, leur chemin de vie, celui qui est bien entendu le leur. Et les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui se sentent en général perdues, qui ont l'impression qu'elles ne vivent pas tout à fait leur vie à elles, mais plutôt la vie qu'on leur a demandé de vivre et qui ont besoin du coup de sortir de ce piège qui est bien, bien vite étouffant et superficiel. Voilà. Donc j'ai récolté pas mal de questions, Sandrino, et j'en ai une qui déjà est une question que moi je me posais. Euh, c'est quoi pour toi être conscient en amour? Alors, on m'avait posé la question la dernière fois, il y a 2, 3 semaines, qu'est-ce que tu veux dire par conscience? Bon, alors, conscient en amour, c'est tout simplement, à l'opposé de ne pas avoir conscience de certaines choses, de comprendre pourquoi on pense comme. Une petite coupure. Alors que très souvent, ne pas avoir conscience des choses, c'est être en pilote automatique. C'est guidé par notre inconscient, c'est plus guidé par nos émotions. On va faire des choix qui sont plus émotionnels, plus que rationnels. Très souvent, ils vont nous porter préjudice d'ailleurs. Et donc, apporter de la conscience dans sa vie, c'est comprendre mieux ce qui est en train de se passer. Qui suis-je déjà? Mais ça, c'est plutôt de l'apprentissage, de la connaissance de soi. Qui suis-je? Pourquoi je suis qui je suis? Pourquoi j'agis comme j'agis? Pourquoi je réagis de cette manière-là dans une situation? Alors, une situation souvent, une réaction qui va me desservir dans ma relation à l'autre, plutôt qu'une réaction qui va me servir à me connecter à l'autre et à résoudre un problème. D'accord? Et quand on met de la conscience dans notre vie, alors on va parler des relations amoureuses là notamment, on a plus de chances de réussir notre relation avec l'autre et surtout de ne pas la gâcher parce qu'on comprend ce qui se passe. On comprend pourquoi on ressent une certaine émotion lorsque l'autre nous dit quelque chose de déplaisant ou quelque chose qu'on va peut-être prendre mal. Et si on met de la conscience, on va éviter beaucoup de choses négatives dans notre vie. D'accord? Dans la communication, dans notre interprétation, dans notre ressenti, parce qu'on se connaîtra bien et parce qu'on saura à ce moment-là, dans notre relation à l'autre, discerner ce qui est du domaine de l'ego quelque part et ce qui est du domaine de la connexion à l'autre, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Est-ce que tu dirais que c'est sortir de la réaction ou pas? Oui, quelque part, puisque en fait, très souvent, je parlais d'émotion, réagir avec de l'émotion, c'est souvent une émotion qui, enfin une réaction, quelque chose qui est émotionnel, hein.
on va être touché, on va être blessé, quelqu'un va nous dire quelque chose, notre partenaire ou par exemple, et on va mal réagir, on va réagir de manière à finalement, au lieu de nous connecter, donc je parlais de connexion tout à l'heure, c'est de nous rapprocher, ça va nous éloigner. Et comme on est dans une relation avec quelqu'un, tout ce qu'on va dire pourrait être retenu contre nous quelque part. C'est-à-dire que soit ça va entretenir un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Et forcément, moi, si tu me dis quelque chose que je réagis mal, que je réagis par une critique, un reproche ou que je contre-attaque, à la fin, on va finir par s'éloigner chacun l'un de l'autre. Alors que si, quand tu me parles, tu me dis quelque chose, j'y mets de la conscience, je réfléchis, j'analyse et je réponds de manière plus raisonnée quelque part, alors je vais pouvoir éviter d'entrer dans une spirale qui risque de détruire notre relation quelque part. Alors, si tu veux bien, je vais me faire l'avocat du diable pendant 2 secondes. Euh, tu as parlé Vas-y. d'analyse, de réflexion par rapport à ce qu'on va dire à l'autre. Où est la place du cœur dans tout ça? Comment on fait pour trouver le bon équilibre? De toute façon, dans tous les cas, il n'est pas question de privilégier une approche sur l'autre. C'est vrai que j'avais écrit un article qui s'appelait Le choix du cœur ou de la raison. Et le but, c'est pas de dire je vais réagir que par la raison, en fait, que par la logique. Bien que je connaisse certaines personnes qui sont plutôt câblées comme ça et qui analysent tout vraiment de manière très rationnelle, un peu comme des robots, comme des algorithmes. Le but, c'est d'être dans l'équilibre des deux. C'est d'écouter son instinct quelque part, d'accord? On va dire, tu dis son cœur, mais son cœur, je comprends tout à fait, mais à la fin, le cœur, il est relié à l'esprit quand même, hein. On peut dire, voilà, on peut l'interpréter de manière différente. Moi, le cœur, je le vois surtout comme la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Et quelque part, notre cerveau est divisé en 2 hémisphères, ça tombe bien. Et le but, c'est d'allier les deux pour prendre la meilleure décision pour nous. Mais très souvent, le souci, je vais dire, de la décision du cœur, c'est si on prend juste par le cœur et sans y apporter un petit peu de raison, c'est qu'elle va être émotionnelle. Et le choix émotionnel, très souvent, est un choix court terme. Ouais. Parce que l'émotion, dans les émotions primaires, souvent, on va faire des choix par peur. Tu as la peur, tu as la joie, tu as la tristesse, tu as la colère dans les émotions primaires. Et nos choix en relation amoureuse, elles vont être guidées par ça. Et généralement, les choix du cœur, très souvent, sont des choix qui vont être guidés par la peur. La peur d'être seul, la peur de déplaire, la peur de perdre l'autre. Et donc, ça va nous amener sur des calculs court terme qui vont être très mauvais sur le long terme, généralement. Donc, pour moi, c'est équilibrer les deux. Bien sûr, tu ne vas pas essayer de te mettre avec quelqu'un que tu n'aimes pas, qui ne t'attire pas, parce que c'est la meilleure chose à faire pour toi. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui t'attire énormément, tu as des sentiments pour elle, tu dis, ah, si je vais suivre mon cœur, mais que cette personne-là ne te respecte pas, elle te parle mal, elle te rabaisse, ou toi, tu cherches une histoire sérieuse et elle cherche une histoire légère, tu veux un enfant, elle ne veut pas d'enfant, tu perds ton temps quelque part. Tu vas suivre ton chemin du cœur, mais tu vas suivre ton chemin du cœur avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour toi. C'est pour ça que pour moi, de toute façon, dans la vie, tout est question d'équilibre, vraiment. Donc, il faut savoir équilibrer les deux. Ouais, je suis d'accord avec ça. J'aimerais juste apporter un petit truc par rapport à ça, un petit témoignage. Il y a de ça pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai eu une demande en mariage. Voilà, on m'a fait une demande en mariage. Et mon cœur était en mode waouh, trop génial, super touché, extraordinaire, très belle demande, très romantique, dans la forêt, machin. Et puis il y a eu ma tête était d'accord, ma tête disait oui, bah, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, c'est plutôt logique. Et il y a un troisième caractère, un troisième personnage qui a fait son entrée, qui était, je pense, mon intuition. Et mon intuition, elle a fait oh non. Elle a fait oh non. C'est-à-dire que c'était très agréable, mais il y a une part de moi, je dirais plus sage, je dirais même que c'est peut-être mon âme, qui a dit bah, mais c'est pas le plan en fait. C'est pas, c'est pas ça ton désir profond. Il y a ta volonté, puis il y a ton désir. Et ton désir, il est ailleurs.
Et du coup, pour moi, effectivement, je pense comme toi il y a une forme d'équilibre entre le cœur et la tête. Et, mais je pense qu'il peut y avoir aussi un autre petit élément qui peut parfois venir se glisser et qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Mais ça, c'est la partie inconsciente, en fait, Mm. l'instinct. C'est la partie inconsciente, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient de quelque chose à la base, mais il y a quelque chose en toi qui dit, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne décision. Mhm. Et généralement, il faut suivre, surtout quand on dit que c'est pas tu sens quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la bonne décision. Il y a, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle, je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui s'appelle Blink de Malcolm Gladwell, Mm. qui traite de ça, de l'intuition, et qui dit que, je donne plein d'exemples, que très souvent, notre cerveau, donc la partie inconsciente, a repéré des choses qu'on n'a pas encore vues, on n'a pas pris conscience, et que cette chose nous envoie des signaux. En fait, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, ou on sent des choses comme toi, tu dis, ben, mon instinct me dit non, c'est pas bon, mais pourtant, sur le papier, c'est super, mais il y a quelque chose qui cloche, et tu n'as pas conscience. Et après, une fois que tu creuses, pourquoi finalement tu as cet instinct te dit non, ben, tu vas trouver les raisons derrière, tu vas comprendre pourquoi. Mais à la base, tu ne le sais pas. C'est ton instinct qui te dit d'abord attention. C'est un peu une alerte. Et non, la partie instinctive, elle est très, très, très importante et très important de la suivre. Mais je la distingue du cœur. Pour moi, c'est conscient, inconscient. Mais l'inconscient, c'est beaucoup de choses. Et il peut nous servir comme il peut nous desservir. Bien sûr. Et c'est ce que quand tu parlais des signaux, là, moi, ça m'a fait penser, je regarde beaucoup de conférences des Américains, et il y en a qui parlent Mhm. du red flag, les drapeaux rouges. Voilà. Et les drapeaux rouges, des fois, on ne veut pas les voir. Des fois, il y a des choses, on sait que c'est un peu la technique de l'autruche. Il y a des choses, des fois, que tu sois dans ton couple, par exemple, tu sais que tu n'as pas envie d'y penser. Parce que sinon, tu peux faire mettre sous le tapis, tu sais. Tu peux faire mettre les poussières sous le tapis plutôt que de vraiment nettoyer. Et à un moment donné, à force de trop mettre sous le tapis, parfois tu peux te prendre les pieds dans le tapis et tomber de haut. Et effectivement, il y a des choses il y a des choses importantes qu'il ne faut pas laisser passer, je pense, dans Mm. une relation. Et quand il y a quelque chose qui nous chagrine et qu'on met de côté, à un moment donné, elle nous revient et souvent on la subit. Donc, il est préférable effectivement de l'aborder plutôt que de l'éluder, je dirais. Ouais. Du coup, d'échanger sur le sujet et d'exprimer ses limites et ses besoins. Ouais, oui, exactement. J'ai une amie que j'ai eue au téléphone et qui m'a dit, tes besoins sont non négociables. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça dépend de tes besoins. Je dirais, en fait, euh, tout dépend. D'ailleurs, pour moi, besoin, il y a aussi, souvent, c'est le terme d'exigence qui revient. Mm. Il y a des personnes, il y a une femme que j'ai accompagnée où elle est venue me voir et elle m'a dit, mes amis disent tous, je suis trop exigeante. Je n'arrive pas à trouver un homme parce que je suis trop exigeante. Il dit, bah, après, l'exigence, ce n'est pas à nous, à chacun, de définir les exigences que devraient avoir les autres, puisque ça nous est personnel. Pour moi, on va parler des exigences ou les besoins, je parlerais plutôt de critères quelque part, mais les besoins, ça dépend si tu mets la barre très haute ou pas aussi. Après, pour moi, ça reste personnel, les besoins, mais non négociables, ça dépend ce que tu mets derrière, tout simplement. Qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'après, si tu mets un idéal, Non, le je parlais problème, c'est pas qu'on de. a… En fait, Comment? je pense qu'il y a une différence entre exigence et besoin. Je suis une femme très exigeante, moi, par exemple. Tu vois, j'ai vraiment des critères. Si ça dépasse, pas la peine. Voilà. Mais j'assume, en fait. Ça me convient. J'ai essayé de ne pas être exigeante pendant des années et en fait, je suis pas heureuse dedans. Donc, je reste exigeante et ça me va bien. Euh, Par contre, mes besoins, c'est plus de l'ordre de euh, j'ai besoin d'avoir un minimum d'échange, j'ai besoin d'avoir du respect, j'ai besoin qu'on bouge, qu'on aille au restaurant. Voilà, ça, c'est plus mes besoins. Tu vois. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Non, 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 c'est plutôt clair. Moi, pour moi, si pour toi, parce que c'est vrai que besoin, euh, ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est simplement que parfois, il y a des personnes
Et je ne parle pas de ces besoins-là pour toi. Pour toi, ça, c'est des besoins qui te permettent d'être heureuse dans ton couple ou dans ta vie. C'est ça. Et effectivement, quelque part, ils sont non négociables. Oui, par contre, est-ce qu'il y en a dans ta liste peut-être qui sont négociables ou pas? Hmm. Jusqu'à quand? Tu vas aller au resto, tu vois? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce que c'est 1 fois par mois? Tu vois, il y a un rythme. Et ton rythme n'est pas forcément le même que celui qui est en face de toi. Peut-être que la personne en face de toi est parfaite pour toi. Mais peut-être qu'il y a un de tes besoins qui ne correspond pas tout à fait à ce que lui peut te donner ou à son besoin, c'est-à-dire à son rythme, par exemple. Toi, tu veux sortir 3 fois par semaine. Lui, 1 fois par semaine, ça va parce que c'est plutôt quelqu'un d'introverti. Voilà. Et puis, mais sinon, tout se passe super bien. Est-ce que tu vas le quitter ou pour ça, tu vois? C'est simplement, et c'est pour ça je parle d'exigence, c'est plutôt de niveau en fait de compatibilité. Je pense que c'est déjà, je ne vais pas dire que c'est difficile de trouver la bonne personne pour soi, mais pour moi, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour être heureux avec quelqu'un Mhm. si on sait mettre le focus sur les besoins les plus importants pour nous. Je vais te donner un exemple là-dessus parce que pour moi, c'était très important à la base. C'est que moi, je suis très axé sur la psychologie, le développement personnel. Et ma copine, pas du tout. Et au début de notre relation, les premières années, je me suis dit, je doutais énormément. Je me disais, mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce que moi, je suis très ouvert, je pose des questions, etc. Et on est très différents là-dessus. Euh, et ça m'a pourri pas mal de temps quand même où je me suis posé des questions et j'ai eu des doutes. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais Sandrino, est-ce que tu as besoin forcément que ta compagne soit comme toi? C'est-à-dire qu'elle s'intéresse au même sujet que toi. Oui, ce serait mieux. Dans un monde idéal, ce serait mieux. Mais il y avait tellement de choses qui allaient entre nous et j'appréciais énormément la personne qu'elle était, que j'aimais, et que j'aime encore, parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, euh, que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter juste pour ça? Tu vois. Donc, d'où le fait de pouvoir déterminer est-ce que ton besoin, il est vraiment crucial Mhm. ou il est important, mais tu vois, et échanger sur ce qui me passionne, je peux le faire aussi avec d'autres personnes qui sont intéressées par le développement personnel, par la psychologie. Je n'ai pas forcément à le faire au sein de mon couple, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais peut-être que toi, tu en auras besoin et que ce sera important pour toi, crucial, parce que sinon, tu ne seras pas heureuse. Et dans ce cas-là, il faut que tu trouves quelqu'un qui partage tes centres d'intérêt. Pour moi, il n'y a pas de ligne unique. Tu vois, pour moi, nos choix, ils dépendent vraiment de à quel niveau on place nos critères, nos besoins. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous dans la relation pour qu'on soit heureux et est-ce que ça match avec la personne qui est en face de nous? Voilà. Ok, ok, je comprends. J'ai une question de Laurence. Comment faire pour ne pas être sous l'emprise d'une expérience passée dans une nouvelle relation? C'est-à-dire, en fait, elle me dit, c'est les peurs de revivre des schémas qui dirigent nos perceptions. Euh, Quand elle a vécu quelque chose, une expérience passée difficile, comment elle fait pour vivre une relation nouvelle qui ne répète pas les mêmes schémas? Alors, de manière générale, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que on va dire quelque part qu'il y a une blessure sur une ancienne relation. Très souvent, la blessure d'une relation de couple, il y a très souvent un lien en fait avec une blessure qui est encore plus ancienne, Oui. souvent qui vient de l'enfance. Blessure d'abandon, blessure de rejet pour les principales. Après, il y a blessure de trahison aussi. Ce que je retrouve généralement, c'est plutôt blessure d'abandon, blessure de rejet. Et, euh, et souvent, les personnes qui viennent, donc souvent suite à une rupture, qui viennent se faire accompagner, euh, viennent et demandent des conseils sur cette relation, cette rupture. Et très souvent, on voit que cette blessure, elle n'a pas à être traitée dans le cadre de sa relation-là, présente, celle qui a fait l'objet d'une rupture, mais qu'elle est plus ancienne. Donc, pour ne plus avoir peur, par exemple, d'être abandonné ou quitté ou rejeté dans le futur, si c'est ce que la personne, Laurence par exemple, a connu dans son histoire, il va falloir revenir à la source de Mm. cette blessure. Pour traiter la vraie source, la source de sa blessure, probablement, ce n'est pas cette relation même. Il y a quelque chose qui s'est passé longtemps avant. Il va falloir aller un petit peu faire ce petit travail. Alors, on n'est pas obligé d'aller faire une psychanalyse, hein, mais d'aller simplement comprendre à quoi ça me renvoie. Même un travail tout seul, à la limite, cahier, stylo, à quoi me renvoie cette blessure? Quand est-ce la première fois que j'ai ressenti ça dans ma vie? Mm. Quel peut être le lien?
forcément, avec mes parents, avec mon contexte familial? Est-ce que ça me renvoie quelque chose à ce niveau-là? Et d'essayer déjà de comprendre ce qu'on a ressenti, pourquoi on l'a ressenti, pourquoi ça nous a fait si mal, pourquoi on a si peur. D'aller comprendre le pourquoi et d'aller se poser des pourquoi en fait. D'aller chercher dans ces pourquoi et d'aller creuser. En creusant, on va trouver quelque chose qui va nous permettre de travailler dessus quelque part et d'accepter et de résoudre plus facilement cette blessure que si on pense que la blessure, elle est liée à la rupture. Parce qu'on va penser que c'est lié à cet homme-là, cette relation-là. Et si on se focalise dessus, on n'est pas au bon endroit, puisque la blessure, elle était ailleurs à la base. Donc, on va à la source. Et on travaille dessus. Alors, ça peut se faire seul, ça peut se faire accompagner pour essayer de… Pour moi, c'est lâcher prise et ne plus avoir peur. Mais il faut, pour ne plus avoir peur, il est pour moi important de comprendre pourquoi on a peur. Après, il y a beaucoup d'ego aussi sur les blessures. Ce que je remarque aussi, c'est ça m'a fait mal et je n'arrive pas à me remettre d'une rupture parce que je me suis senti diminué, dévalorisé, peu estimé, pas respecté. Et ça nous renvoie une image de nous-mêmes qu'on n'aime pas, quelque chose qui est négatif sur nous-mêmes. Et donc, tout ça, généralement, ces blessures, ça renvoie à une insécurité affective, un déficit d'amour de soi, et la rupture vient renforcer ça. Donc, pour ne plus avoir peur, quelque part, il faudrait peut-être développer l'amour de soi pour ne plus avoir peur de ce qui peut nous arriver. Parce qu'on est forcément en vulnérabilité quand on se met en couple avec quelqu'un. On peut se faire quitter à tout moment. On peut avoir une relation de 20 ans et se faire quitter. On est à l'abri de rien, donc on est forcément vulnérable quand on s'attache à quelqu'un. Rien n'est acquis. Et quel conseil tu pourrais donner pour développer l'amour de soi? Parce que ça rejoint une question justement, donc ça tombe bien. C'est une grande question. On pourra en parler pendant des heures. Ouais. Apprendre à s'aimer, pour moi, c'est un chemin, c'est je vais pas dire, quelque part une routine quotidienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour apprendre à s'aimer. On peut utiliser de la psychologie positive. On peut aller creuser dans nos blessures pour comprendre pourquoi on ne s'aime pas, pour aller attaquer les croyances négatives sur l'estime qu'on se porte, pour aller les inverser, les changer, les voir sous une autre perception plus positive, les rationaliser, aller attaquer ces croyances négatives du type je suis moins bien que les autres, je suis nul, je ne mérite pas, je ne suis pas importante, pour comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi elles existent et pourquoi elles ne devraient pas plus exister aujourd'hui, comment elles ont été créées et pourquoi elles n'ont pas raison d'être. Tu vois. Et mélanger des choses comme ça, donc des techniques un petit peu d'analyse, de la psychologie positive et des actions à mettre en place dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas que rationaliser. C'est un peu comme dans le domaine de la confiance en soi. Tu n'as pas confiance en toi et après tu passes à l'action. C'est en faisant des choses que tu démontres que tu sais faire des choses et que ça te donne confiance en toi. D'accord ? Et pour ça, ça veut dire quoi pour moi ? Pour apprendre à s'aimer dans l'action, ça veut dire faire des choix qui sont bons pour nous. Parce que ce que je vois très souvent chez les personnes qui sont en dépendance affective, c'est qu'elles font des choix qui sont mauvais pour elles. Elles vont se mettre avec des hommes mariés. Alors, je parle de femmes, mais ça peut être des hommes. Hein. Avec des personnes qui sont mariées, avec des personnes qui s'en foutent d'elles, avec des personnes qui veulent une histoire légère, qui les traitent comme des plans cul. Des histoires où elles sont rabaissées. Le chaud-froid. Voilà. Et en fait, à partir du moment où tu fais le choix de te mettre dans une relation qui va te desservir, qui va te faire du mal ou qui va te rabaisser, forcément, tu ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas t'aimer, par exemple, en restant avec quelqu'un qui te rabaisse au quotidien. Quel que soit le travail que tu fais sur toi, tu ne peux pas y arriver. Parce que tu es déjà un peu vulnérable et tu es avec quelqu'un qui te rabaisse. Tu ne peux pas. Il est préférable de ne pas être avec cette personne pour pouvoir justement te démontrer, reprendre confiance en toi et te développer. Et donc, pour moi, c'est un exercice quotidien de se rappeler qu'on est important et de faire ces choix qui sont bons pour nous, pour l'estime qu'on se porte, et surtout aussi des choix qui vont nous rendre fiers de qui on est. Ou en faisant ce choix-là, on se dira, c'était dur, c'était très dur, j'ai quitté cette personne, cet homme marié, ça faisait 2 ans que j'étais la maîtresse de cet homme, c'était très dur, mais je suis fier de moi, parce que je sais que c'était la bonne chose à faire. Et à partir du moment où tu fais ce choix fort, tu démontres quelque part que tu m'aimes, tu t'aimes. Bien sûr, c'est difficile d'aller faire ce choix. Il y a un travail à faire peut-être ailleurs avant de faire ce choix.
Mais c'est avec des choix que tu vas te prouver aussi que tu as de la valeur. Et selon les choix que tu vas faire, soit tu vas augmenter l'estime que tu te portes, soit tu vas la diminuer. Et tout va se jouer, quel que soit le travail que tu vas faire, au final, tout se jouera sur les choix au quotidien que tu vas prendre dans ta vie. Selon les choix que tu vas faire, tu auras une vie qui va être satisfaisante et heureuse, ou tu vas aller sur une vie qui va être malheureuse, où tu seras frustré et où tu finiras par plus t'aimer. Soit tu t'élèves, soit tu diminues ton estime de soi et tu plonges. D'accord. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Parce que très souvent, on fait les choix sans réfléchir. C'est ça aussi la conscience, de savoir qu'aujourd'hui, si je décide de me mettre en couple avec cette personne, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va être un choix qui va être très mauvais pour moi. Donc, peut-être que je ne vais pas me mettre avec cette personne. C'est ça, apporter de la conscience dans notre quotidien. Oui. Il y a une ou deux choses qui me viennent justement quand on dit ça. Déjà, c'est de se choisir soi. J'aime bien ce terme, dire je me choisis moi. Si je me choisissais moi, je ferais quel choix? Parce que choisir l'autre, c'est rarement une bonne solution. Et quand on se choisit soi, on choisit immanquablement, je pense, la personne avec qui on est censé être. Que ce soit la personne en face ou quelqu'un d'autre qui nous attend ailleurs. Et deuxième chose qui me vient par rapport au choix, moi j'aime beaucoup Jim Carrey. Il avait fait un super beau speech, un beau discours sur l'amour et la peur. Et il disait, dans la vie, vous avez le choix entre l'amour et la peur. Choisissez l'amour. Et il parle de l'amour de soi. Il parle de l'amour avec un grand A, l'amour qui est tout autour de nous et qui fait qu'on se sent bien et qu'on a une vie de fluidité, en fait, où les choses sont, où on vit l'abondance. Et ça peut peut-être aider quelques personnes dans l'audience de se dire, j'ai toujours le choix entre la peur et l'amour, je choisis l'amour. Parce que peut-être que vous vivez la peur avec quelqu'un en ce moment, la peur de quitter, la peur de vous aimer, la peur de vous affirmer face à cette personne, alors qu'en fait, il suffit juste de vous choisir vous. C'est mon petit message. Moi, je prolongerai un petit peu ton opinion, ton discours. Ouais. Pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est d'abord de se choisir et effectivement ensuite de choisir l'autre. Et très souvent, on va, au lieu de s'aimer, on va s'aimer seulement si on est aimé. C'est-à-dire, c'est l'amour conditionnel. Si les autres nous aiment, on s'aime. Si on ne nous aime plus, on ne s'aime plus. Et du coup, on est à la merci de la personne qui est en face de nous. Si on nous quitte, on n'a plus rien, on est vide, puisqu'on a de l'amour conditionnel. Et notre valeur, on la déterminée, on la détermine par le regard des autres, par ce que pensent les autres de nous et par l'amour qu'on nous donne. Et bien entendu, que si tu te choisis d'abord et que tu apprends à t'aimer et que tu t'aimes, c'est beaucoup plus facile du coup de construire une relation qui va être équilibrée, vraiment dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire dans l'envie d'aimer plutôt que dans le besoin d'amour, tout simplement. Et ça change tout à ta relation au final. C'est beau, l'envie d'aimer plutôt que le besoin d'amour. C'est très beau. Ouais. Moi, j'ai connu les deux, c'est pour ça que je fais la différence maintenant. Après, on a tous besoin d'amour. Enfin, c'est vrai que quelque part, je m'étais posé la question la dernière fois. Il y a quelqu'un qui me posait la question dans mon groupe que j'accompagne, qui disait, mais est-ce que le but, c'est de se passer complètement des autres? Je disais, mais non, bien sûr que non. On a tous besoin d'être aimés. On a tous besoin d'appartenance au groupe. On est des êtres sociaux. On a besoin d'être entourés. On a besoin d'échanger. On a besoin d'aimer et être aimé. Ça fait partie de nous. Mais il y a une différence entre être autonome affectivement, c'est-à-dire même si on est seul, se sentir bien, d'accord, ne pas sentir un vide en nous, et le fait de pouvoir se passer des autres. Ce n'est pas l'objectif de se passer des autres. Le but de s'aimer, ce n'est pas un but d'égoïsme ou de vivre seul dans une grotte. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être à même de pouvoir s'ouvrir aux autres, parce que comme on se sent bien dans notre vie tout seul, comme on s'aime, on a cette ressource en nous, eh bien, notre relation aux autres, elle se retrouve transformée. Et quand on s'aime, on a envie d'aimer plus facilement les autres. On est plus souriant dans la rue, on est plus ouvert, on a plus de bienveillance, on est plus connecté aux gens autour de nous. Alors que quand on est dans le besoin d'amour, on est en demande. Et forcément, ça change notre rapport à l'autre. Je parle des relations amoureuses,
mais aussi des relations amicales. Hein. Toutes les relations, les gens qu'on rencontre, si on est dans le besoin d'amour, on va demander toujours à être validé quelque part. À savoir, est-ce que je suis important? Est-ce que j'ai de la valeur? Et ça, quelque part, c'est ce qui nous nuit dans notre vie. Donc, totalement d'accord, on se choisit soi. Mais c'est important après de ne pas se renfermer sur soi. Et il y a encore cette notion d'équilibre d'apprendre à s'aimer et de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres pour partager cet amour, tout simplement, quelle que soit l'issue de la relation. En fait, quand je dis se choisir soi, c'est choisir ce qui est bon pour soi. Et pour beaucoup, ça sera de s'ouvrir aux autres. Mais encore faut-il que votre ego soit prêt à l'accepter. Pour certains. C'est intéressant parce que j'ai remarqué que la majorité des situations qui font souffrir, elles sont toutes liées à l'ego quelque part. Forcément, l'amour de soi, c'est quelque chose qui nous blesse. C'est tout simplement parce que l'ego réagit à ce que les autres, aux décisions des autres qui nous concernent ou au regard des autres. Et du coup, effectivement, parfois, il faut le mettre de côté. Mais parfois, l'ego, il peut être important pour se respecter. Donc, je pense qu'il y a, dans certaines situations, il est important d'avoir une sorte pas de fierté, mais de regain d'énergie et de se dire, mais je ne vais pas me laisser faire. Tu vois, ton ego va être là. Je ne vais pas me laisser, mais je ne vais pas me laisser parler. Comment il m'a traité? Mais non, mais je ne peux pas revenir avec cette personne-là. Je ne peux pas rester avec cette personne-là. Il y a ton ego qui parle, tu vois, mais dans le bon sens. Dans le sens, je me protège. Je réagis. Attention, je ne veux pas être dans cette situation. Et par contre, le mauvais ego, c'est l'ego qui dit j'ai été quitté et qui réagit en animal blessé et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à surmonter, qu'on se retrouve diminué. Et ça, c'est la mauvaise partie de l'ego quelque part. Ouais. Ben, l'ego, ça fait partie de notre véhicule terrestre. Si on en a un, c'est qu'il est utile. C'est comme le cœur, c'est comme le mental. On en a besoin, en fait. Mais moi, il y a une métaphore que j'utilise qui parfois aide les gens. C'est que on a un enfant heureux et un enfant malheureux en soi. Et l'ego blessé, c'est l'enfant malheureux. Et je pense que le cœur et l'ego sont très liés. Je me demande même si on ne parle pas de la même chose des fois. Et la partie heureuse, ce serait le cœur ou éventuellement la part de l'ego saine qui veut notre bien, qui veut qu'on soit des belles personnes, qui s'honorent, quoi. Et en fait, la question est, quel enfant est-ce que vous écoutez? Il y en a un, l'enfant heureux, effectivement, il va vous mettre sur la bonne voie. Et l'enfant blessé, il va vous dire ce que vous avez besoin de soigner. Donc, les deux sont à écouter, mais pas dans les mêmes contextes. Exactement, exactement. Ça me rappelle l'image du petit ange sur une épaule et du petit diable sur l'autre. Mais oui, tu peux y arriver, vas-y, tu es quelqu'un de génial. Et l'autre côté, mais non, tu es nul, regarde, tu as tout loupé jusqu'à présent. Voilà, d'essayer d'un petit peu écouter la bonne partie de nous, en tout cas celle qui nous sert le plus, je dirais. J'ai encore pas mal de questions, du coup, je vais un peu enchaîner. J'ai une question de Damien. Pourquoi est-ce que je souhaite partir, mais je ne suis pas sûre de trouver? Et surtout, j'ai l'impression de vouloir un plus grand amour. Attends, je pense que c'est... J'ai l'impression de vouloir partir. En fait, c'est quelqu'un qui souhaite partir d'une relation, mais qui n'y arrive pas. Ouais. Parce qu'il n'est pas sûr de trouver mieux. Et il veut un plus grand amour, mais il n'est pas sûr de le trouver une fois qu'il aura quitté cette personne. Pour moi, il ne faut pas quitter quelqu'un dans l'optique de vouloir trouver quelqu'un. C'est un peu, c'est ça ou ça. Enfin, pour moi, c'est soit il y a quelque chose qui lui manque dans sa relation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment important? Mais le but, c'est pas de partir pour quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, pour moi, c'est soit il est satisfait de sa relation, soit il n'est pas satisfait. Alors après, bon, c'est pas blanc ou noir, hein, mais soit il est quand même heureux, globalement heureux d'être avec cette personne, soit il ne l'est pas. Et il peut partir, effectivement. Mais de se dire,
Si je pars et que je ne trouve pas, ça veut dire que je fais un choix par défaut. Mhm. Pour moi, il n'y a pas de choix par défaut. Enfin, bien sûr, on en trouve beaucoup quand même, surtout dans les relations de long terme. Mais on ne doit pas faire un choix par défaut. On ne doit pas faire un choix qui dit ben, je reste avec cette personne parce que je n'ai pas trouvé mieux. Tu vois. Moi, je suis en couple, je ne reste pas avec ma compagne parce que je n'ai pas trouvé mieux. Parce que forcément, quelque part, je pourrais me dire, bah, peut-être, comme je disais tout à l'heure, on peut reprendre l'exemple. Ben, je pourrais trouver peut-être quelqu'un qui est à peu près comme elle, mais qui s'intéresse à la psychologie, au dev perso. Bah oui, bah alors je peux trouver mieux. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors, est-ce que je dois la quitter ou pas? Ben non. Enfin, si je raisonne comme ça, pour moi, c'est pas la bonne manière de raisonner. Pour moi, c'est soit je suis satisfaite de la relation. OK, je n'ai pas exactement 100% de ce que j'aimerais avoir, mais est-ce que globalement, mes besoins fondamentaux sont satisfaits? Soit ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'assume le fait de partir et au moins je me donne la chance peut-être de trouver quelqu'un avec qui je serai heureux. D'accord? Mhm. Mais de se dire, je ne suis pas sûr, forcément, on n'est pas sûr de trouver quelqu'un avec qui je sois plus heureux. Moi, ce que je pense, avec un peu d'expérience, c'est que tu ne trouveras jamais quelqu'un de parfait. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de parfait. Il va toujours te manquer un truc. Peut-être qu'au début, l'autre personne, tu vas avoir l'impression que c'est la bonne personne et au fur et à mesure que tu la connaîtras, tu vois qu'il y a un petit truc qui t'embête ou qu'elle n'est pas exactement à l'image de ce que tu attendais. Euh, faut arrêter de chercher, je ne dis pas qu'il faut se satisfaire, mais d'aller chercher le, la personne parfaite parce qu'il nous manque un petit truc chez nous. Soit vraiment ça nous pose problème et on part et on assume parce qu'on n'est pas heureux, soit on est bien avec cette personne, on reste et on essaye peut-être de trouver une solution pour que cette chose qui nous manque peut-être dans le couple, on puisse la faire venir d'une certaine manière. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent se faire aussi qui peuvent se travailler en thérapie de couple ou qui peuvent se faire par la communication, où on peut essayer de trouver un moyen. On ne peut pas transformer l'autre, mais euh, on peut trouver un moyen pour que ce qui nous pose problème nous pose moins problème. C'est ça que je veux Mhm. dire. En parlant peut-être à l'autre personne, ou ça dépend du problème, bien sûr. Attends, je vais aller fermer la fenêtre. Ça fait du bruit, ça s'entend pas avec le micro, mais Ouais, j'entends pas. non, mais moi j'entends. Voilà. Peut-être pour moi. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ça. Euh, Par rapport à ça, comment dire? C'est un peu compliqué parce qu'en gros, moi, comme je suis beaucoup dans la spiritualité, je reçois des flashs, des images, et après, il faut les transformer en mots pour le dire à des êtres humains, tu vois. Il y aura peut-être une machine qui va exister dans le futur qui te permettra de le faire en connexion avec le cerveau. Ce Pas sera plus trop bien. facile. Oui, bah, ils sont en train de travailler là-dessus avec les IRM, là, d'ailleurs. On pourrait montrer les images qu'on a dans la tête, qu'on imagine. Ce serait génial. Euh, je pense que la réponse est dans la question. La personne qui a posé la question, elle rêve d'un plus grand amour. Et quelque part, elle sait qu'elle vaut mieux que ce qu'elle vit. Elle le dit, enfin, il le dit lui-même, en fait, dans sa question. Il dit lui-même qu'il espère plus. Et je pense que des fois, il faut se faire confiance. On dit nous-mêmes ce qu'on a besoin d'entendre parfois, et on pose une question alors que la réponse est dedans, en fait. Et, et après, une chose pour pas se planter, c'est de ne pas essayer de combler les vides de notre vie avec quelqu'un. Ne pas attendre que quelqu'un règle nos problèmes. Réglons-les nous-mêmes. Ayez une vie passionnante, extraordinaire, où vous sentez que vous êtes comblé vous-même. Comme ça, vous ne demanderez pas à l'autre de résoudre vos problèmes. Voilà ce qui me vient. En fait, moi, il y a d'autres choses qui me viennent par rapport à ce que tu viens de dire justement. Ça m'a fait penser à une autre situation. C'est que très souvent, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui étaient en couple et ils ont de l'amour. Ils sont bien, globalement, que cette personne, mais ils ont besoin de plus. Et c'est quoi ce plus? C'est d'un petit côté, soit des fois, un peu ce côté amoureux, tu sais, ce côté passionnel un petit peu, qui souvent cache
le besoin de se sentir, je ne vais pas dire aimé puisqu'ils sont aimés dans la relation, mais de se sentir valorisé de quelqu'un qui tombe amoureux d'eux, tu vois, d'avoir cette passion, parce que cette passion, quelque part, leur prouverait quelque chose vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils n'ont pas conscience de ça, mais ils ont tout ce qu'il faut, mais ils vont chercher ce truc en plus qui n'est pas quelque chose de différent, mais c'est ce sentiment d'exister encore plus. Alors qu'ils ont la stabilité, ils ont l'amour, ils ont ce qu'il faut. Ils vont chercher parfois quelque chose qui est souvent de l'ordre du temporaire, tu vois, qui est passionnel, ou le fait que la personne, d'être avec quelqu'un qui nous dise, qui nous fasse des déclarations d'amour passionnées, tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Tu sais, les choses qui font du bien à l'ego, mais qu'on a du mal qu'on a tous envie d'entendre. Tu es différente des autres, Diane. Tu es la personne la plus exceptionnelle que j'ai jamais rencontrée. Tu sais, les trucs où tu tombes amoureux, après, tu tombes amoureuse parce que tu ne peux pas faire autrement. Enfin, ça t'a tellement fait du bien à ton ego, à ton amour de toi, que tu le confonds avec qui tu es vraiment, avec ce que tu veux vraiment. Et tu vas t'attacher à ça. Et peut-être que cette personne, Damien, je crois, peut-être qu'il cherche ça dans sa vie. Et c'est quelque part, ça fait du bien hein, à l'ego, mais c'est souvent un leurre, en fait, j'ai remarqué. Et un leurre souvent qui nous empêche de surmonter des ruptures d'ailleurs, parce que dans une précédente relation, on nous a dit des mots extraordinaires et qu'on n'arrive pas à lâcher cette image de nous maintenant que cette personne nous a quittés. Et nous, on a envie de réentendre ces mots et on nous a tellement mis sur un piédestal qu'on ne veut plus redescendre. Et là, on nous a quittés. La personne qui nous a dit ça nous a quittés. On est retombé, tu vois, on était sur un podium et on est tombé d'un coup. Et ça nous fait mal. Mais en fait, tout ça, c'est du virtuel. C'est une tu vois, parce que si on s'aime, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on a de la valeur et notre humeur, nos émotions ne sont pas dépendantes de la personne qui va nous dire tu es exceptionnel, tu es la meilleure, la plus belle personne importante que j'ai rencontrée dans ma vie. Et après, quand elle nous quitte, on est au fond du trou, tu vois. Il ne faut pas que la perception de nous-mêmes soit liée à ce que l'autre va nous dire et comment il va nous traiter. Et je pense que tout l'enjeu, il est là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que connaît Damien dans sa vie, mais si ce qu'il cherche, c'est quelque chose de plus qui est lié à l'ego et à se faire du bien, peut-être qu'il y a une autre manière d'aller chercher ça en lui, exactement ce que tu disais. Bah, j'ai envie de lui dire tombe amoureux de toi-même et apprends à te dire ce que tu as besoin que l'autre te dise. Si tu as besoin que quelqu'un te dise que tu es extraordinaire, bah, peut-être que c'est parce que toi, tu n'arrives pas à te le dire, tout simplement. Je suis d'accord, très bien. J'ai une autre question. Quelle explication peux-tu donner à une femme qui n'attire à elle que des conjoints infidèles en amour alors qu'elle est fidèle elle-même? Elle attire. Elle se met avec ou pas? Elle attire des conjoints infidèles, donc oui, elle se met avec et elle se rend vite compte qu'ils sont infidèles alors qu'elle est fidèle. Écoute, pour moi, soit elle est dans un environnement où il n'y a que des hommes mariés. Ah, mais elle est en couple ou pas, du coup? Euh, actuellement, Parce que non. si elle attire, c'est Actuellement, qu'elle est peut-être… actuellement, non, mais dans son histoire, elle a beaucoup attiré des conjoints infidèles. Pour moi, il n'y a aucun hasard. Après, non, pour moi, il n'y a aucun hasard. Si tu attires certains types de personnes, Mm, c'est que quelque part, tu dégages quelque chose qui fait que ces personnes, elles savent qu'elles peuvent venir vers toi. Et surtout, si toi, tu laisses la porte ouverte à, à des personnes qui sont engagées, c'est toi qui les attires par le fait que tu sois ouverte à ces personnes-là. Si dès le départ, quand tu es, alors que tu sois célibataire ou en couple, hein, on va dire dans les relations professionnelles, parce qu'on rencontre du monde en entreprise, mm. il y a pas mal d'opportunités, on va dire, dans les entreprises. Euh, tu rencontres des hommes des hommes qui sont en couple, des femmes qui sont en couple, mais c'est surtout les hommes généralement qui, euh, qui on va dire, provoquent. Enfin, ce que j'ai remarqué, je ne veux pas faire de généralité. Euh, Si elle attire ces personnes-là, c'est qu'elle est ouverte quelque part à ce rapport de séduction, parce qu'avant de sortir avec quelqu'un, il y a un rapport de séduction. Mm. Si dès le départ, on voit que la personne essaye, alors séduire, des fois on est toujours dans un rapport de séduction, mais c'est juste comme ça, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien, et ce n'est pas un problème. À partir du moment où on accepte d'aller dehors avec quelqu'un
prendre un verre avec quelqu'un qui est marié ou d'aller dîner plutôt, enfin voilà, qu'on dépasse une certaine limite, c'est à nous d'arrêter là. Comment on fait pour le savoir? Parce que parfois, la personne ne nous dit pas qu'elle est mariée ou alors elle ne nous dit pas qu'elle a un penchant pour l'infidélité. Alors, dans les relations professionnelles, moi, je sais que avant, quand j'étais en entreprise, il y a bien longtemps, il y avait, enfin, on savait qui était marié, qui n'était pas marié. Bon, il y a les bagues, hein, mais sinon, on savait qui était marié, qui avait des enfants. Tu vois. Après, on ne sait pas si quelqu'un est en couple ou pas, parfois, effectivement. Après, là, si la personne essaie de sortir avec nous alors que on est, on va dire, elle est déjà en couple, effectivement, et qu'elle ne nous le dit pas, il y a quand même un mensonge de sa part. Pour moi, tout dépend si les rencontres, c'est en entreprise ou pas. En entreprise, généralement, tu sais les choses. Si ce sont des rencontres de sites de rencontres, là, tu as pas mal de personnes qui viennent aussi pour s'amuser. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui mentent sur leur statut pour un petit peu s'amuser. Et derrière, après, à un moment donné, tu découvres qu'ils sont déjà en couple. Ça dépend du contexte. Mais je dirais qu'effectivement, si les personnes, si c'est sur des sites de rencontres, tu as forcément des manipulateurs et des menteurs. Quand tu es en entreprise, les choses se savent souvent, donc les personnes font généralement attention euh, pour pas que leur image soit dans l'entreprise soit, on va dire, salie. Donc je pense que peut-être que le problème de cette femme, c'est peut-être sur le site de rencontre et elle attire peut-être que des personnes qui sont mariées. Si elle ne le sait pas, ok, c'est pas, voilà, peut-être qu'elle les attire sans le savoir, il y a peut-être quelque chose en elle, mais à partir du moment où elle sait qu'ils sont en couple, c'est à elle de mettre tout de suite le stop pour ne pas entrer dans une histoire avec eux. D'accord. Moi, j'ai envie de lui dire, ne donne pas tout de suite, prends le temps de connaître la personne, d'installer le rapport, c'est-à-dire d'expliquer est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, à partir de quand, qu'est-ce que ça veut dire être en couple, c'est quoi les modalités, est-ce que la fidélité en fait partie, quelle est notre vision du couple et, et peut-être de ne pas avoir d'attente dans la fidélité, peut-être avant ça en fait. Oui, mais ça pose un souci, c'est qu'effectivement, il est intéressant ce sujet, parce que ne pas avoir d'attente sur la fidélité, effectivement, t'es pas vraiment, enfin, tu rencontres quelqu'un, tu as une soirée avec lui, tu couches le premier soir, oui, tu peux pas lui demander d'être fidèle, tu sais même pas, vous n'avez peut-être même pas discuté, tu le connais à peine, donc effectivement, prendre son temps, c'est important à ce moment-là. Euh, et pour moi, c'est vrai que la problématique, elle est souvent quand on est sur les sites de rencontres, ce que j'avais vu avec les personnes qui sont dans mon groupe, c'est qu'elles ont peur de dire dans les premiers rendez-vous ce qu'elles cherchent. Et donc, elles ont peur de demander à l'autre ce qu'elles cherchent, parce qu'elles ont peur de déplaire. Elles ont peur que l'autre personne s'en aille tout de suite, soit plus intéressée. Et elles ont besoin qu'on s'intéresse à elles. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Des fois, elles restent des mois avec quelqu'un, à voir 1, 2 fois par semaine. Mais en fait, on n'a jamais parlé du statut de la relation, comme tu dis. Et ça pose problème, surtout quand tu es sur un site de rencontre. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que j'ai découvert qu'il était encore sur les sites de rencontre, alors qu'on était ensemble. Ouais, mais vous avez dit que vous étiez ensemble, que c'était une relation, vous étiez ensemble officiellement, qu'on Exclusive. arrêtait d'aller sur les sites de rencontre. C'est bizarre de le dire, mais oui, il faut quand même le dire. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, et j'avais dit à la personne avec qui j'étais sorti via un site, à un moment donné, parce que je voyais que pour moi, c'était sérieux, et je lui ai dit, voilà, est-ce que moi, j'arrête de me mettre sur le site, là, voilà. Est-ce que toi, c'est bien pareil? Je voudrais juste qu'on soit synchro pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu. Et puis, elle m'a dit, oui, bien sûr. Et, euh, et c'est important. Et souvent, les personnes ont peur d'en parler. Elles ont peur d'en parler parce qu'elles ont peur de déplaire. Elles ont peur de repousser l'autre. Alors que bien au contraire, Oui. il faut repousser les touristes. Et du coup, il faut dire clairement les choses dès le début de la relation. Sinon, on entre dans une relation, on va attirer des gens qui sont en couple, des gens qui veulent s'amuser, et ce que j'appelle les touristes de la relation, quoi. Et les touristes, c'est comme les parasites, hein, ils prennent la place des belles personnes. Exactement. Et quand tu perds ton temps avec ces touristes, ces mauvaises personnes pour toi, tu ne peux pas construire quelque chose avec quelqu'un d'autre qui serait intéressé. Passer Voilà. prise. C'est con. C'est con, mais c'est un comportement à changer. Ça peut s'améliorer. Ça pourrait s'assimiler à la peur du vide. Tu vois, moi, dans le programme que je propose, Cœur de Panthère, on travaille beaucoup sur les blessures
spirituelles, les blessures majoritaires aussi qu'on peut avoir. Et dans la blessure d'abandon, il y a vraiment cette peur du vide qui fait que bah, on ne peut pas être seul. C'est difficile d'être seul et puis c'est difficile de dire non à quelqu'un quand il est là, même s'il ne nous convient pas, parce que c'est cette peur du vide qui pilote en fait nos réactions, nos oui, nos non et nos choix, tu vois. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur le vide. Oui, quand tu me dis le vide, pour moi, oui, c'est le vide à l'intérieur de soi. Et ce vide, c'est un vide d'amour, hein, tout simplement. Et l'amour, tu vas le combler par l'extérieur. Donc, quand tu as une opportunité, quelle qu'elle soit, tu vas quelque part l'accepter, même si c'est quelqu'un qui est pris, même si c'est quelqu'un qui veut une histoire, qui n'est pas prêt à s'engager, parce que tu te dis, c'est pas grave, je vais être gentil avec lui et à un moment donné, il va s'attacher à moi, il va changer d'avis. Sauf que ça ne marche pas, Ouais. malheureusement. Et plus la personne se sent vide à l'intérieur, plus elle va faire ses choix qui vont être mauvais pour elle sur le long terme et s'attacher aux mauvaises personnes. Et il y a Et, des personnes qui vont valider encore plus et creuser la blessure, mm, peut-être encore plus. exactement. Euh, et je pense que le pire, c'est quand on se retrouve avec deux personnes qui ont des blessures complètement opposées. Quand il y en a un qui a la blessure d'abandon et qui, du coup, qui a peur du vide, donc qui a besoin de l'autre, et que l'autre, en face, il a la blessure de rejet, il a peur du plein, donc il a peur d'être attaché et qu'on s'attache à lui. Alors là, c'est hyper douloureux. C'est ce qui se passe dans les flammes jumelles, d'ailleurs, assez souvent. Je ne sais pas si tu connais ce phénomène-là, les flammes jumelles. L'âme? Les flammes jumelles, Non. c'est quand tu as une âme qui se scinde en deux parce qu'elle veut vivre dans deux corps en même temps. Elle veut vivre la polarité féminine et masculine dans la même vie. Donc, elle va s'incarner dans un homme et une femme. Et là, tu te retrouves avec un homme et une femme qui sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, mais il y en a un qui a la blessure d'abandon, l'autre la blessure de rejet. Et du coup, il faut quelque part transcender l'ego pour réussir à être ensemble. Voilà. Il y a une fusion, c'est une relation fusionnelle quelque part. Là, enfin, blessure de rejet, pas forcément finalement. Mais ouais, moi, ce que je vois surtout, c'est des relations aussi de soit effectivement la personne qui est en dépendance et qui se met avec la personne, enfin qui essaie de se mettre avec une personne qui parfois a une blessure d'abandon aussi, mais qui Oui. a peur d'être abandonné. Donc, dès qu'il commence à s'attacher, se recule. Donc, il veut une histoire sérieuse, mais après, il recule, un pas en avant, deux pas en arrière. Soit de la codépendance affective, où les deux sont vraiment dans une relation fusionnelle pour ne faire qu'un parce qu'ils sont vides et ils cherchent la complétude chez l'autre, avec l'autre, la fusion, pour ne pas se sentir seul. Mais à un moment donné, ça ne marche pas non plus parce qu'il y en a un qui est moins dépendant que l'autre et parfois même qui a besoin de se prouver encore plus de choses, aller encore combler plus ailleurs et du coup, il part. Donc, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, tout ce qui est déséquilibré ne peut être que temporaire. Euh, j'ai une question importante. Allez. Ah, comment braver les préjugés de la société, les fausses croyances de la société qu'on a intégrées à l'intérieur de soi par rapport à l'amour? Donc, un exemple d'une femme qui a 12 ans d'écart, elle a 12 ans de plus que son compagnon. Et il y a tous les préjugés de la société qui tournent dans sa tête. Elle a beaucoup de mal du coup à vivre la relation comme elle est. Elle n'arrête pas de se dire qu'elle va vieillir plus vite que lui. Elle va penser au regard des autres. Comment on fait pour braver ça? Pour moi, d'abord, à chaque fois que j'entends la société, les autres, pour moi, c'est virtuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose déjà, tu vois? Très souvent, on se met nous-mêmes nos barrières, c'est-à-dire qu'elle est dans une relation peut-être où tout va bien, où elle est heureuse avec cet homme qui a 12 ans de moins, et quelque part, peut-être qu'il y a une croyance quelque part chez elle qui dit je ne mérite pas d'être heureuse. Alors, je vais faire tout pour gâcher mon bonheur. Alors, je vais me poser la question de que vont penser les autres parce que j'ai 12 ans de plus que lui, alors qu'elle est bien avec lui, alors qu'il est bien avec elle, et elle-même, elle va s'auto-saboter. La société ne pense rien. On s'en fout. Moi, si je vois cette femme dans la rue avec cet homme et qui sont souriants, qui se tiennent la main, qui sont heureux, je vais dire quel beau couple. Je ne vais pas juger. Et d'ailleurs, même si, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir qui aiment critiquer ou regarde là-bas, regarde, elle est plus vieille que lui, ah, il est plus petit qu'elle, ou je ne sais quoi, ça peut arriver, hein.
ça regarde ces gens-là, on s'en fout. C'est qui ces gens? On ne les connaît pas, on s'en fout. Mais la société ne nous met pas, enfin, ça peut dépendre des sujets, hein, mais la société, dans ce cas-là, pour le cas dont tu parles là, ne met aucun poids sur cette personne. C'est elle qui s'en met un toute seule. Donc, à partir du moment où on va comprendre que le poids de la société n'existe pas, c'est le poids qu'elle est en train de mettre sur elle-même pour s'empêcher d'être heureuse, elle peut décider de ne plus se mettre ce poids, tout simplement. Donc, parce que c'est plus difficile de se débarrasser d'un poids qui n'est pas le nôtre en disant la société, le regard des autres, puisque ça ne dépend pas de toi, tu ne peux pas t'en libérer, il est au-dessus de toi, c'est comme si c'était les autres, tu vois, tu en dépends, comme si tu dépendais de la société. Tu te déresponsabilises un peu. C'est toi qui décide. Comment? Tu te déresponsabilises du coup. Tu te dis, bah, de toute façon, c'est pas moi, c'est la Ben société. oui, c'est le cas là en fait. Ouais. C'est un peu le cas. Elle dit le poids de la société, comme si la société lui mettait un poids. Non, c'est elle qui se met un poids toute seule. C'est elle qui s'empêche d'être heureuse. C'est elle qui est en train de saboter son bonheur. À partir du moment où elle en prend conscience, on parle encore de conscience, à partir du moment où tu es consciente que c'est toi qui t'empêche d'être heureuse, tu peux décider de prendre ce poids de je suis plus vieille, que vont-ils penser, de le jeter et de te dire je vais profiter de ma relation avec cet homme. C'est tout. Personne ne me met une pression, je fais ce que je veux, je suis bien et je suis contente. Voilà. Et je vais aller faire du sport, je vais aller faire de la méditation, je vais bien vieillir et c'est tout, tu vois. Je veux dire, on peut aussi, la vieillesse, il y a l'âge, mais en fait, il y a aussi le corps, l'esprit, l'état d'esprit, le sourire. Enfin, il y a des. Moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais allé faire des cours de salsa. Non, c'est des cours de danse de salon en quelques mois. Et j'avais rencontré une femme qui avait, franchement, je pense qu'elle avait quasiment 80 ans. Une femme d'origine un petit peu des îles, je ne sais pas, c'est africaine ou des îles. Elle avait un sourire, une joie de vivre, mais elle était rayonnante. Bon, elle n'était pas de mon âge, elle n'allait pas la draguer. Mais franchement, elle donnait envie d'être son amie. Elle était plus jeune que des gens que je connais qui ont 30 ans, quoi. Donc pour moi, l'âge, il est aussi dans la tête, d'accord? Cette personne, elle avait le corps d'une femme de 75-80 ans, mais elle avait un sourire et une énergie, quelque chose qui rayonnait d'elle, qui n'a pas d'âge. Donc, je dirais à cette personne, ton âge, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment tu rayonnes. Et si tu es heureuse, rayonne, et c'est tout. Voilà. Moi, je suis restée au stade de 21 ans. Tu vois. Bah, ça s'est arrêté là, dans ma tête, j'ai 21 ans. Normalement, je suis censée en avoir 34, mais… Du coup, je Je ne dirais disais pas mon à, âge parce que… du coup, je disais ouais, à mon compagnon, je lui disais que j'étais plus jeune que lui. Alors, il est plus jeune que moi, il a 26 ans, mais je lui disais, bah, en fait, je suis plus jeune que toi, moi j'ai 21 ans dans ma tête. Mais c'est possible, bien sûr, quelque part. C'est selon ton état d'esprit, selon ton mode de vie, tu peux être plus jeune quelque part en état d'esprit que quelqu'un qui a peut-être 10 ans de moins que toi, ou comme j'ai dit, même encore plus. Hmm. Ouais. Alors, j'ai une question. Euh, Pourquoi être amoureux de quelqu'un est un sujet de moquerie quand on est jeune et ça nous oblige à cacher nos sentiments? Pourquoi est-ce que c'est un sujet de moquerie quand on est jeune? Attends, répète la question. Pourquoi être amoureux de quelqu'un est un sujet de moquerie quand on est jeune? Pourquoi les autres se moquent de nous si on dit qu'on est amoureux, par exemple? Pourquoi les autres se moquent de nous quand on dit qu'on est amoureux, quand on est jeune? Mm. Je dirais, on s'en fout. Je veux dire, ça les regarde pour leur demander. Enfin, je dirais, c'est marrant parce que ça me rappelle beaucoup de questions que je reçois où pourquoi m'a-t-il dit ça? Ouais. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il t'a dit ça? Bon, la réponse la plus simple, ce serait plutôt, la première, ce serait quelles sont ces moqueries et pourquoi ne pas en parler? Si c'est des moqueries, c'est peut-être des amis, des potes. Pourquoi ne pas leur en parler tout simplement si cette personne en souffre? Si tu es amoureuse de quelqu'un et qu'il y a des potes à toi qui sont un petit peu moqueurs, allez leur dire pourquoi vous vous moquez du fait que je sois amoureuse et peut-être j'en souffre. Je souffre du fait que vous vous moquez de moi alors que je suis amoureuse. Ça gâche mon histoire. Est-ce que j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de vous moquer de moi?
si ce sont des amis ou des proches. Il faut aussi faire des demandes un peu en mode communication non violente pour que les autres arrêtent de gâcher quelque part. Voilà, ça c'est la première chose, c'est demander. Après, si ce sont des personnes qui ne changeront pas, c'est à nous d'accepter ça et de lâcher prise dessus, bien entendu, puisque si on décide de ne pas en tenir compte, on n'en souffre pas. Après, quand on est jeune, c'est difficile On n'a de pas encore cette s'affranchir estime. Bah ouais. de tout ce qui est social, surtout de nos jours. Et alors, tu vois, le vrai problème, je pense, dans cette question, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'oblige à cacher ses sentiments, du coup? Parce qu'en fait, la réaction des autres n'est pas un problème, c'est plutôt le choix qu'elle fait elle-même face à cette réaction-là qui est je vais cacher mes sentiments. Est-ce qu'elle est avec cette personne ou pas, au final? Ah, mais Elle est amoureuse de quelqu'un? c'est une question de quand elle était ado. Ah, d'accord. Pourquoi revenir dans son adolescence pour se souffrir une nouvelle fois? Moi, j'ai très mal vécu mon adolescence, je ne veux pas revenir dedans, hein. Je Je ne pense veux que pas c'est penser à ce pour qui s'est passé, hein. je pense que c'est pour se libérer de quelque chose du passé, comprendre, tu vois, D'accord. comprendre. C'est-à-dire que c'est encore présent quelque part Sûrement, aujourd'hui. sûrement. Parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a eu une blessure dans une ancienne relation, et c'est pas forcément qu'une question de relation, ça peut être juste j'ai eu des sentiments pour quelqu'un, j'ai pas osé le dire, bah, ça a des incidences ensuite, ça peut en avoir sur notre présent. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait euh, eh bien, cesser de cacher ses sentiments comme elle le faisait quand elle était adolescente? Moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, je cachais mes sentiments parce que j'avais peur enfin, vis-à-vis de la personne, quand j'étais ado, parce que j'avais peur d'être rejeté, tout simplement. J'avais peur que la personne ne soit pas intéressée par moi. Donc, je gardais, mais c'était pas, donc c'est pas lié à de la moquerie, mais le fait de cacher ses sentiments, moi, de cacher mes sentiments pour quelqu'un qui m'intéressait, c'était simplement parce que j'avais peur de souffrir, peur d'être rejeté, tout simplement. Donc, on Voilà. retouche à cette blessure de rejet là. Ouais. Ma blessure de rejet, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il faut du temps parfois pour découvrir des blessures. Je pensais que je n'avais pas forcément de blessures, et si, si. Je pense qu'on a tous une certaine petite dose, à certaines doses, mais on a tous un petit peu en nous une blessure quelque part de cachet. Ouais, c'est clair. C'est sûr même. Et je dirais même que c'est une information, comme tout d'ailleurs, tout est une information, là. Nos émotions sont des informations. C'est nous qui avons tendance à les prendre personnellement, mais à la base, c'est un message du corps. Tac. Mm. Et qu'est-ce que je disais du coup? C'était par rapport à quoi? Ah oui, les blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon, trahison, tout ça. On peut aussi le prendre comme une information pour comprendre comment on fonctionne, parce que nos blessures sont là pour nous apprendre un peu mieux aussi qui nous sommes. Est-ce qu'on est une voiture à essence et on a une blessure de rejet et donc on fonctionne plutôt à la distance? Est-ce qu'on a une blessure d'abandon, on est plutôt un diesel et bah, nous, on a plutôt besoin d'une présence? Et du coup, de comprendre, mais en fait, je suis qui? Je suis qui? C'est quoi mon fonctionnement? Et après, bien sûr, chaque fonctionnement a sa force et sa faiblesse. C'est ne pas s'enfermer dans la faiblesse de son faiblesse entre guillemets hein, de son fonctionnement, mais dans la puissance. Parce qu'une voiture diesel, bah, ok, ça accélère moins vite qu'une voiture essence, mais ça va plus loin, par exemple. Un peu de On va mécanique. parler mécanique maintenant. Alors, question suivante. Euh, alors, comment retrouver le chemin de cet amour pour toute chose quand nous nous en sentons déconnectés? Donc là, on parle de l'amour avec un grand A, un peu ce dont Mhm. on parlait juste avant l'interview. Comment retrouver le chemin de cet amour pour toute chose quand nous nous sentons déconnectés? Alors pour moi, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué, euh, je pense que plus tu es en paix avec toi-même et que tu te sens bien dans ta vie alors que tu es seul, ou tu vis seul ou tu es célibataire et que tu t'aimes, du coup tu as une sérénité
plus tu peux aimer les autres, en fait, plus tu es ouvert. Plus tu es préoccupé par ton besoin d'amour, plus tu es dans la demande et moins tu peux finalement être connecté aux autres. Tu n'es pas connecté de manière saine, on va dire. Tu n'es pas ouvert à l'amour qui est autour de toi en donnant et en recevant. Tu es sur j'ai besoin de quelque chose. Quand tu n'es plus dans le besoin, même si on a tous, entre guillemets, besoin d'aimer, d'être aimé, hein, d'une manière équilibrée, mais quand tu n'es plus dans le besoin fort d'amour et que tu as appris à t'aimer, à te faire confiance, que tu es serein dans ta vie, même si tu n'es pas en couple, tu as beaucoup plus de… Tu peux être connecté aux autres. Et pour moi, donc, le conseil, ce serait apprends à t'aimer, à te connecter à toi-même, à être bien en paix avec toi-même, à vivre dans l'équilibre, à être bien dans ton quotidien, même si tu n'es pas avec quelqu'un. Et le reste viendra tout seul, en fait. Il ne faut pas chercher à se connecter à quelque chose d'autre. C'est en te connectant avec toi-même que tout va se révéler et que tu vas te connecter de manière automatique et naturelle aux autres, en fait. Et aller chercher aller chercher. Et que ces connexions se feront de manière beaucoup plus naturelle et épanouie. Ok, donc arrête de te mettre la pression et arrête de chercher à te connecter, mais plutôt vis en paix avec toi-même. Ouais, Parce que après, ça c'est vrai devient que comme un objectif, en fait, c'est ça. je ne sais pas si on peut dire que c'est un objectif, parce que c'est vrai qu'apprendre à s'aimer, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt un lâcher prise quelque part. Oui, c'est ce C'est que je veux dire. En fait, d'arrêter. ce que je voulais dire, c'est que la volonté de vouloir se connecter absolument devient un objectif mental qui déconnecte lui-même de l'amour. Oui, et qui te déconnecte de toi parce que tu vas chercher quelque chose à l'extérieur, euh, comme s'il y avait un besoin bien spécifique. Moi, c'est vrai que cette question, je la trouve, ça cache forcément quelque chose, puisque même quand, je dirais, j'étais dans le besoin, je ne me sentais pas déconnecté des autres. J'avais des besoins envers les autres. Peut-être, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans cette question d'une vraie déconnexion à soi et qui est pas juste, par exemple, un besoin d'amour des autres, hein, par exemple, mais il y a une déconnexion, une période de très gros doute qui fait qu'on est tellement déconnecté de soi, qu'on est déconnecté d'autour de nous, des personnes autour de nous, qui fait qu'on est déconnecté un peu de notre environnement. Euh, Quelque part, il y a un renfermement sur soi-même, je dirais, forcément, pour se sentir déconnecté de l'extérieur. Donc, Hmm. on n'est pas forcément dans une question de dépendance ou de besoin d'amour, il y a peut-être un renfermement sur soi-même, une solitude, peut-être quelqu'un qui s'enferme sur soi et qui devrait peut-être se forcer à s'ouvrir, peut-être de manière mécanique, pour se reconnecter. Je connais des personnes la semaine dernière, quelqu'un qui m'avait posé une question, comment ne pas vivre dans la solitude. Hmm. Et en creusant un petit peu avec cette personne, j'ai vu qu'il y avait des actions qu'elle avait faites il y a un an avant pour sortir de la solitude, pour se connecter avec des gens, et qu'elle avait abandonné très vite pour des fausses raisons, des excuses. Et du coup, un an après, elle était dans la même situation où elle se sentait seule dans la solitude. Quelque part, ça ne tenait qu'à elle de procéder à des actions pour aller connecter avec des gens. Pas se sentir connecté au monde, hein, mais se connecter juste avec des gens, parler, discuter, échanger, et afin de créer un rapport, une espèce de cercle vertueux qui va s'auto-alimenter, qui va permettre peut-être de redonner ce petit goût et de faire de se reconnecter, le besoin de cette personne de se reconnecter. Là, je pense que c'est plus spirituel la question, mais je pense que ça passe peut-être par un aspect mécanique d'abord, c'est-à-dire peut-être ça peut être d'aller se forcer à aller se connecter aux autres, parce que les personnes que j'ai remarquées qui étaient coupées complètement des autres, c'était des personnes qui vivaient seules et qui s'étaient toutes seules coupées des autres. Pour se protéger généralement suite à une rupture et qui, je ne veux pas dire qui se complaisait, parce que ce serait jugé de ma part, de cette situation, mais qui s'auto-sabotait finalement en restant seule et en vivant seule. Peut-être qu'elle se protège d'une blessure, du rejet, de l'abandon, mais au final, elles vivent seules et elles le vivent mal. Et on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre en communion avec les autres, pour être connecté effectivement avec les autres. Et pour moi, ça demande à un moment donné de se forcer. De se forcer parce que parfois, il est important de se forcer et peut-être de prendre conscience pour elle qu'elle est en train de s'auto-saboter en restant dans son univers, peut-être.
Je ne connais pas son cas, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Ouais. Ah, moi, je suis beaucoup passée par là, tu vois, la solitude. Je me suis beaucoup coupée des autres, mais moi, ça date depuis que je suis toute petite, en fait. C'est depuis enfant. Ça remonte à très loin. Moi, c'est plus la blessure de trahison. C'est je fais confiance à personne, je m'en sortirai toute seule, je suis forte. Euh, j'ai besoin de personne, de toute façon. C'est beaucoup dans la rancœur comme ça. Et j'en suis sortie parce qu'au bout d'un moment, je me suis juste dit que la spiritualité était partout, y compris dans le rapport avec n'importe quelle personne qu'on peut avoir. Et que, effectivement, juste se dire, je vais créer ma propre routine qui me fait du bien et je vais essayer des choses que j'ai jamais essayées, c'est-à-dire je vais essayer de me mettre en rapport avec les autres. Et ben, en fait, c'était bon pour moi, mais je le savais pas parce que j'avais pas testé. Voilà. Donc, des fois, c'est voilà, c'est simple, c'est l'amour, il est partout et c'est pas qu'une idée, c'est c'est des échanges en fait. C'est de la transmission, c'est du partage. C'est simple. Ça peut être très simple, Hmm. mais pour ça, il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir aux autres pour que les autres s'ouvrent à nous. Ouais, on n'a rien sans rien. Comment on sait que l'amour, c'est de l'amour? Ah, Ah, pourquoi se poser cette question? avec mes clients pour poser des questions comme ça. Mais non, mais je la comprends en fait, la question. Hein, je la comprends tout à fait. Ouais. Euh, ça me fait penser à une autre question qui est comment savoir si cette personne, elle m'aime vraiment ou si c'est parce qu'elle n'a pas d'autre choix que d'être avec moi parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Enfin, Hmm. on peut s'en poser des questions comme ça pour se faire du mal. On peut s'en poser beaucoup. Forcément, hein, n'importe qui peut se la poser. Pour le coup, on est vraiment tous concernés. Mais comment savoir si c'est de l'amour, ce qu'on ressent? Je dirais que pour moi, c'est naturel, alors c'est un peu difficile. Mais je dirais qu'à partir du moment où je suis avec quelqu'un, comme je disais tout à l'heure dans l'envie d'aimer, je suis avec quelqu'un avec qui j'ai envie de partager quelque chose, je sais que je ne suis pas là, je sais pertinemment que je ne suis pas avec ma compagne par besoin. Je sais que je suis avec elle par choix. Ce n'est pas de l'émotionnel, c'est du rationnel. Sur le long terme, de toute façon, il faut du rationnel. Sinon, on changerait de partenaire tout le temps. Il faut aussi faire des choix. Mais je sais que je suis avec elle parce que j'aime qui elle est et que j'ai envie d'être avec elle, tout simplement. Et, euh, et que je ne suis pas avec elle parce que j'ai un besoin à combler. Voilà, tout simplement. Moi, je garde en Tu tête vois. la phrase d'un film, euh, N'oublie jamais. Peut-être que tu l'as vu, c'est un très beau film d'amour. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, N'oublie jamais, avec Ryan Ça me dit quelque chose, Gosling. mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Euh, et à un moment, il dit, enfin, il retrouve la femme qu'il aime et elle lui dit, mais on n'arrivera jamais à se remettre ensemble, on passe notre temps à s'engueuler. Et il lui dit, je sais. Et il dit, ça sera dur, ça sera même très dur, mais j'ai envie de faire ça avec toi. Et je pense que des fois, on s'arrête à la difficulté, à la peur de se confronter au travail sur soi, parce que ça demande de, comme il dit d'ailleurs, il dit, ce sera un travail de tous les jours, de la communication de tous les jours, mais j'ai envie de faire ça avec toi. Et en fait, c'est le choix, il n'est pas sur est-ce que ça va faire mal ou est-ce que ça va pas faire mal, c'est est-ce que tu as envie de le faire avec cette personne ou pas. Je ne sais pas si ça te parle, mais Si, si, puisque quand tu dis est-ce que tu as envie de le faire avec cette personne ou pas, moi, c'est ce que je te dis, c'est un choix. voilà. Être en couple, pour moi, c'est un choix. Tu vois, c'est pas un choix par défaut, c'est pas un choix par besoin, c'est un choix que j'ai simplement un choix de vie, je sais pas comment dire. J'ai envie de partager. J'ai envie de partager, j'aime cette personne, j'aime qui elle est. Elle ne correspond pas à 100% de mes critères, mais je ne regrette rien et j'ai envie de vivre cette histoire à 100%. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas un besoin j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être connu, j'ai besoin d'être valorisé. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin en tout cas. Dans le passé, bien sûr, c'était le cas, mais enfin, avant la relation.
mais j'en ai pas besoin. Je sais que je ne suis pas dans le besoin. Voilà. Et donc, pour moi, c'est la différence. On doit le sentir en se posant ces petites questions-là qu'on a évoquées. On le sait au fin fond de soi si on se pose des questions. Est-ce que je suis avec cette personne par envie ou parce que je suis en besoin? Euh, et est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est un choix par défaut? Est-ce que c'est un choix… on sait, la personne, elle sait au fond d'elle si c'est de l'amour ou pas. D'accord? Est-ce qu'elle a de la bienveillance envers la personne, envers son partenaire? Est-ce qu'elle le respecte? Est-ce qu'elle lui parle mal? Pour moi, par exemple, quand tu aimes quelqu'un, euh, il y a des fondamentaux qui sont non négociables pour moi dans la relation. Tu vois, le respect, la bienveillance, l'entraide forcément, mais rien que la bienveillance, rien que la bienveillance, il y a beaucoup de couples qui sont ensemble où la bienveillance n'est pas de mise. Et pour moi, amour et bienveillance, ça va ensemble. S'il n'y a pas de bienveillance, c'est pas de l'amour. Pour moi, c'est pas de l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de profond qui ne va pas. Et voilà. Euh, je vais dire ce qui vient. Il y a une audience là qui n'aura peut-être pas l'habitude, Vas-y. mais c'est pas grave. On peut, on peut être en couple sans amour, ça arrive, il y a des gens qui le font. Et pour savoir si on est en couple sans amour ou pas, il suffit de se demander, non, il suffit de mettre le bonheur au-dessus du couple. C'est plus important d'être heureux que d'être en couple. Parce que entre bonheur et amour, le, comment dire, la frontière est très fine en fait. C'est comme entre la joie et l'amour. Bonheur, joie, amour, tout ça, c'est un peu le même package, avec des subtilités. Mais dans l'amour inconditionnel, eh bien, il y a ce côté j'aime, je suis capable d'aimer même si je ne suis pas en couple. On n'est pas obligé de se mettre forcément le mot couple dès le départ. Normalement, ça prend du temps. On ne fait pas ça le premier jour. On ne dit pas salut, on boit un verre, hop, on est en couple. Non. Il y en Et a qui le font. c'est rarement formalisé verbalement, en tout cas. Si, enfin, ça peut arriver. Hein. En dépendance, j'en ai déjà vu qui, oui, en une journée, c'était l'amour de leur vie. Mais non, je te laisse finir parce que je ne peux pas t'entrecouper. Te couper, pardon. Et comment on sait que l'amour, c'est de l'amour? Je pense qu'il y a un problème dans la question aussi. C'est plutôt comment on sait quand c'est pas de l'amour. Et quand c'est pas de l'amour, ton cœur il est fermé. T'es pas heureux. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tu sens que tu es obligé de créer des mensonges et de te mentir pour continuer. Et je parle pas spécialement de couple ou de relation amoureuse. Là. Ça peut arriver dans le travail. Hein, les gens qui font un burn-out, c'est des gens qui sont pas dans l'amour depuis un moment dans leur boulot, qui ont oublié de se choisir eux-mêmes et ils ont choisi la relation au travail. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en couple avec leur travail, mais sans amour. C'est intéressant ça, se mettre en couple avec son travail, je n'avais pas entendu. Elle est pas mal. C'est vrai, c'est une belle image. Donc, ça peut arriver dans tous les domaines de la vie, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah, oh, c'est joli. Oh. Très jolie question. Est-ce qu'on arrive un jour à un stade ultime d'amour ou est-ce que c'est un chemin constamment en développement? Alors, c'est quoi le début de la question? Est-ce qu'on arrive un jour à un stade ultime d'amour, c'est-à-dire comme s'il y avait au-dessus, il n'y a plus Ouais. rien, ou est-ce que c'est un chemin constamment en développement? Pour moi, c'est un chemin en développement. Après, je pense qu'on arrive au bout de quelques années, quand on connaît bien la personne, qu'on s'est installé, qu'on a traversé des épreuves de la vie, qu'on a eu un ou des enfants, parce que ça en fait partie dans des épreuves majeures qui peuvent être chaotiques. À un moment donné, on sait avec qui on vit, on a mis des habitudes en place. Quelque part, le mot qu'on n'aime pas, c'est la routine, mais quelque part, c'est le cas. Hein. On a une espèce de routine qui n'est pas forcément négative. Hein. On peut appeler ça la stabilité, une relation stable. On connaît la personne. Mais donc,
c'est pas une question de l'amour ultime, c'est simplement que on sait ce qu'on a. Il n'y a pas de, je vais pas dire, il y a pas de surprise, que tu vas en avoir plus tard, mais Mm. on sait avec qui on est, la personne nous connaît, on se connaît, on a appris à s'aimer. Le truc, c'est qu'à un moment donné, parfois, il arrive des événements, au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y a des doutes peut-être, il y a quelqu'un qui ne se satisfait pas, et il y a peut-être des choses qui vont se produire, qui vont poser problème dans la relation. Mais l'amour en soi, moi je dirais qu'au bout de quelques années, on arrive sur c'est pas une question d'amour ultime, c'est un peu, pour moi, c'est plus de la stabilité, de l'amour. Enfin, je ne vais pas dire, oui, il y a un plateau. Enfin, il n'y a pas un moment donné où tu vas te dire, cette année, j'aime plus qu'il y a 2 ans. Enfin, tu vois, enfin, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas une question de niveau d'amour. Je dirais que la première ou deuxième année, tu ne connais pas la personne. Donc, tu apprends à t'attacher. Donc, l'amour, tu as ton amour, ton attachement. Et à un moment donné, pour moi, ça reste stable, on va dire. Mais après, c'est les épreuves qui vont arriver qui peuvent peut-être faire dévier cet amour, soit le faire descendre, soit le faire remonter. Ou voilà, ça, c'est pas forcément plat ou c'est pas forcément monter uniquement, quoi. Puisqu'il peut y avoir des doutes, puisqu'il peut y avoir des difficultés. Après la naissance d'un enfant, par exemple, tu peux avoir des problèmes avec la fatigue, avec le contexte, avec le travail, on ne sait jamais. Il y a forcément un impact sur la relation à l'autre. Il y a des nouveaux challenges. Comment cumuler vie de couple l'un avec l'autre, avec la vie de parents. Comment passer du temps à deux alors qu'on a des enfants. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont se jouer. Et ça va mettre à mal cet amour. Mais cet amour, il est là, il est présent. Il n'est pas à un niveau, on va dire, il est présent, il est là, mais il va se prendre un peu de coups. Tu vois. Et donc, il faut qu'il tienne par des actions, par des comportements, par des décisions à deux. Et, euh, et voilà. Mais il n'y a pas, c'est pas, hop, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille ou une montagne. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est stable, mais il peut être mis à mal, bien sûr, par des épreuves de la vie, tout simplement, qui sont plutôt habituelles. Hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Euh, Mais il y a une chose qui m'avait touchée. C'est un film que j'ai vu hier où c'est un producteur de cinéma qui est marié avec une actrice et ils ont, je sais pas, 60, 70 ans et ils sont plus du tout amoureux, ils la touchent plus, enfin voilà. Et puis un jour, lui, il tombe malade et elle se retrouve, elle, actrice, à devoir, enfin ancienne actrice, à devoir gérer le studio. Et elle retrouve toute sa hargne de femme battante qu'elle avait quand elle était actrice avant et tout, en gérant le studio. Et du coup, l'homme retombe amoureux d'elle. Et je pense que parfois, c'est bien de se demander qui j'étais au moment où, qu'est-ce qui a plu à la personne chez moi quand on s'est rencontrés. En quoi est-ce que je me suis perdue de vue? Parce que des fois, on s'écarte en fait de nous-mêmes aussi, je pense. Et on perd la petite étincelle qu'on avait au moment de la rencontre, alors qu'en fait, cette étincelle, on devrait la vivre toute notre vie, ce rayonnement, ce sourire-là. Donc voilà, c'était mon message. C'est super important ce que tu dis là, effectivement, parce que ben, on change, hein, forcément, avec le temps, on change. Par contre, il y a des choses qu'on peut garder en nous. Ça, quand tu te dis, tu fais sourire, ça, on peut le garder en nous. On peut, quand tu regardes cette gaieté, il y a des éléments qu'on peut garder en stabilité ou en nous. Et souvent, il y a des choses que l'on met, que l'on met de côté, on va dire, avec la routine, qu'on prend pour acquis. Tu vois, des petites attentions, des sorties, des petites surprises, des choses qui vont ou des traits de notre personnalité qui vont changer et qui vont impacter la relation au fur et à mesure. Mais en fait, c'est vicieux parce que c'est sur le long terme. Oui, on ne le Et sent pas. ben, Ça, bien sûr que c'est non. progressif. Et je me rappelle de quelqu'un qui était venu me voir pour une reconquête amoureuse. Ce n'est pas des trucs que j'aime bien, mais quand c'est fait dans les règles de l'art, avec du respect, ça va. Et je lui avais posé cette question. Parce que c'est une relation qui n'était pas super longue, c'était quelques années. Et je lui avais dit, comment tu étais au début de ta relation avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle a aimé chez toi? Qu'est-ce qu'elle a apprécié chez toi? Qu'est-ce qui a changé depuis? Justement, pourquoi? Parce que pour qu'il redevienne cette personne, pas seulement pour revenir avec elle, mais pour redevenir lui-même, Mm. pour se retrouver avec cette gaieté forcément, avec ces qualités qu'elle y a trouvées, qu'il avait, peut-être une énergie intérieure, de retrouver tout ça en lui
pour finalement retrouver la joie, retrouver le sourire et être plus ouvert et avoir plus de chances pour que cette personne ait envie éventuellement son ex de revenir avec lui. Et si ce n'est pas le cas, il n'a pas perdu son temps parce qu'il est ouvert à une autre histoire, parce qu'il est redevenu un petit peu, il a retrouvé quelque chose qu'il avait en lui, en début de relation, qu'il avait en début de relation. Donc, il s'est au moins retrouvé. Et, et souvent, après une rupture, bah, t'es pas la meilleure version de toi-même, quoi. Et l'objectif, c'est de redevenir la meilleure version de toi-même. Donc, finalement, c'est important de savoir qu'est-ce que chez nous plaît aux autres. Tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à nous? Quels sont nos points forts? Un peu comme dans un bilan de compétences. Quels sont nos points forts? Nos amis sont très bons pour nous le dire. Qu'est-ce qui fait? Des fois, on est très surpris en demandant l'avis de nos amis sur nos points forts, sur nos qualités, puis ça nous fait du bien aussi. Donc, on peut se baser sur nos amis pour ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. Effectivement, je suis totalement en phase. J'ai un exemple, tu vois, c'est une personne que j'ai accompagnée l'année dernière et qui me disait, voilà, c'était l'amour fou avec son mari, tout ça. Et puis, depuis quelques mois, bah, il se passait plus rien, quoi. Et elle était déçue. Et je lui ai demandé, OK, dis-moi tout ce que tu fais de tes journées en ce moment, voilà, qui tu rencontres. Donc, elle me fait un peu un listing. Et puis, je lui dis, maintenant, quand vous vous êtes rencontrés, tu faisais quoi? Et il y avait une chose, et là, on a touché, en fait, le truc. Elle ne travaillait plus depuis qu'ils étaient mariés. Parce que son mari lui avait dit, j'ai envie de prendre soin de toi, tu vas pouvoir t'occuper des enfants, tout ça. Donc, c'était un peu, il s'est donné cette mission d'homme, voilà. Et il trouvait ça génial. Sauf qu'il y a le revers de la médaille qui est que il était tombé amoureux d'une femme qui était financièrement indépendante au départ, qui bougeait beaucoup parce qu'elle était vendeuse. Et il était tombé amoureux de ça aussi. Et il avait oublié qu'il était tombé amoureux de cette partie-là et qu'il admirait ça chez elle. Et en lui demandant de rester au foyer, eh ben, il était en train de perdre ça aussi. Quelque part, c'est un moyen de contrôle aussi. Oui. Et effectivement, le message pour les femmes aujourd'hui, c'est vous avez gagné de plus en plus d'indépendance par rapport à il y a 40, 50 ans. Gardez-la, cette indépendance. Surtout, ne la perdez pas parce que après, on fait des choix par défaut. Et puis surtout, quand il y a des relations de 20, 25, 30 ans avec des enfants qui deviennent majeurs, qui partent de la maison et que l'homme part, trouve quelqu'un d'autre, ces femmes qui ont sacrifié, j'aime pas trop le terme sacrifié, c'est elle qui l'utilise souvent, mais qui ont énormément donné de leur vie pour leur famille, qui se sont investies, mais qui n'ont rien donné pour elles-mêmes, pour se développer, pour perdre toute leur confiance parce que tout était basé sur la famille. Les enfants partent et que le mari part, il n'y a plus personne. Donc, c'est important de continuer à se développer et à garder, à s'épanouir personnellement. Je ne parle pas en famille, personnellement, et à garder ça. Et l'indépendance financière, elle est importante. Elle est vraiment importante pour ne pas avoir à faire de choix par défaut et pour garder confiance en soi, tout simplement. Ne lâchez pas votre ambition, ne lâchez pas ce qui vous rendait heureux avant que vous vous mettiez en couple. En fait. Gardez cette flamme-là, elle est là, elle est authentique, il faut la garder. Mais c'est un point super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses pour elles et une fois qu'elles se mettent en couple, elles font plus rien. Ouais. Elles font plus rien, effectivement. Comme tu disais, c'est-à-dire qu'elles étaient intéressantes, elles sortaient, elles faisaient de la musique, elles avaient une vie riche. Et une fois qu'elles sont en couple, elles sont devenues casanières, un peu comme si, ah ben c'est bon, j'ai la sécurité de l'emploi, tu sais, comme si j'étais fonctionnaire de l'amour. J'ai la sécurité, je n'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de faire les trucs, ben, je vais être devant la télé, je vais mater des séries Netflix et à la fin, on le paye. On le paye. Ça peut être 10 ans, 20 ans après, mais on le paye. Et plus c'est loin dans le temps, plus on paye cher. Oui, et puis il y a aussi se mettre l'autre sur un piédestal et se dire qu'il est le centre de notre monde et que du coup, ah bah finalement, je vais pas aller au cheval aujourd'hui parce qu'il m'a proposé un rendez-vous. Ah bah finalement, oui, je pourrais peut-être quitter mon travail pour passer plus de temps avec lui. Et on perd notre individualité et ce qui fait qu'on était super intéressant. Donc faites attention à ça aussi. J'ai une dernière question. Enfin, j'en aurai encore deux, mais je ne sais pas si tu as encore le temps.
Vas-y, Ok. Euh, c'est tant quoi qu'on ne me dérange pas, tout va bien. c'est quoi Vas-y, être pardon. digne d'être aimé? On n'a pas à être digne d'être aimé. Enfin, pour moi, on est tous dignes d'être aimés. Ouais. Je pense que la question, c'est comment faire pour se sentir digne d'être aimé, enfin, pour sentir accepter d'être aimé quelque part. Il faut se poser la question pourquoi on se pose cette question. C'est-à-dire, pourquoi la personne, je dirais à cette personne, pourquoi est-ce que tu ne te sens pas digne d'être aimé? Pourquoi tu ne te sens pas digne d'être aimé? Qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas digne d'être aimé? À quoi ça te renvoie dans ton histoire? À quel moment, pour la première fois, tu as pensé que tu n'étais pas digne d'être aimé? En gros, aller à la source, tout simplement. Ouais. Tu vois, Allez, aller à la source parce qu'il y a une pensée qui est là, en fait, cette question, c'est un fil qu'il faut tirer. c'est ça. C'est un fil qu'il faut tirer pour aller découvrir pourquoi elle est là, cette question. Tu vois, moi, je ne me la pose pas. Le problème est dans la Aujourd'hui, question. c'est-à-dire, si je ne me la pose pas et que cette personne se la pose, c'est qu'il y a quelque chose derrière cette question qui est un peu caché. Donc, démêler, enfin, tirer le fil jusqu'à trouver la source pourquoi cette question, elle a émergé. D'accord? Comme la personne qui dit comment savoir si l'amour est de l'amour? Il y a quelque chose derrière. Il y a un doute. Pourquoi il y a un doute? Il y a quelque chose de caché. Cette personne, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Voilà. Et à la fin, en se posant les bonnes questions, on arrive à comprendre. Et donc, c'est plus simple de résoudre notre problème en se posant les bonnes questions, on va dire. En tirant la fausse question et en arrivant sur la bonne question. Ouais, comme je dis souvent, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Exact. Ça sent la réécriture de vie, ça. C'est une méthode que j'utilise souvent. On utilise des papiers, on le fait dans l'espace en fait. Tu vois, on utilise des papiers. On écrit sur un papier ce qu'on ressent maintenant. Quel est notre blocage du moment? Donc ça peut être cette question par exemple. Et puis on regarde derrière soi. Donc on se retourne et on va chercher quand est-ce que j'ai ressenti l'émotion que me fait ressentir cette question. Et hop, il y a un premier souvenir qui vient. On note sur un papier, on le met. Et en fait, comme ça, on va remonter dans le temps en mettant les souvenirs. Et ensuite, on va chercher quel a été le besoin qui n'a pas été comblé dans chacun de ces souvenirs. Et donc, on réécrit, on apporte ce qui manquait, donc à nous, ados, enfants, là. Et on peut remonter loin. Des fois, on remonte dans des vies antérieures. Et on l'apporte. Et du coup, ça change ce qu'on ressent dans le présent. D'accord. Alors, il y a une personne qui écrit « Je suis preneuse de conseils et de bonnes idées pour réussir à rester dans l'amour, dans le climat de peur dans lequel on baigne en ce moment, avec le Covid et tout ça. » Pour moi, c'est pas parce que, en fait, c'est encore un prétexte. Enfin, on attribue à l'extérieur une peur qui ne devrait pas impacter Oui. notre amour dans notre vie. C'est pas parce qu'il il y a un virus qui traîne qu'on doit arrêter d'aimer et être aimé. Enfin, je veux dire, tu vois, on peut avoir peur d'attraper la maladie, de la transmettre. Avant ça, il y avait d'autres maladies aussi, hein, et puis il peut nous arriver plein de choses dans la vie. On peut avoir il y a aussi des cancers, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment et qui se développe, donc qui touche n'importe qui à n'importe quel âge. C'est pas pour ça qu'on va arrêter de vivre notre vie au quotidien. Donc, pour moi, la peur qui est liée au contexte actuel, elle n'a pas à impacter notre sphère amoureuse ou notre amour de notre partenaire, des gens qu'on aime, des gens de la vie. Bien au contraire, je pense que c'est en cette période qu'il faut le plus profiter du moment présent ou Yes. des petits plaisirs qu'on peut avoir parce qu'on se rend compte que demain, peut-être, on peut être confiné et devoir rester enfermé seul chez soi. D'accord? Et je pense que c'est quelque chose à retenir de cette période compliquée, c'est que la vie, elle est importante et parfois, on pense qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'est pas en couple ou parce qu'on se fait quitter, etc. Mais rien que le fait d'être en bonne santé, de respirer, d'avoir le droit de sortir dehors, bah, c'est déjà pas mal. Parce que finalement, on peut nous l'enlever, cette liberté. Donc, on a tellement été habitué par quelque chose qu'on pensait acquis, sortir dehors sans masque et aller où on veut et aller à l'autre bout de la planète si on en a envie, Ouais. qu'aujourd'hui, alors on a été privé sévèrement quand même pour les gens qui étaient en appartement, euh,
finalement, il faut profiter de ces toutes petites choses, de ces tout petits plaisirs. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller prendre un petit café en terrasse. Ça peut être juste respirer dehors, l'air libre sans masque. Parce que bon, pour l'instant, on n'est pas trop dans la rue à Paris, mais de ces petites choses de la vie, de ces petits plaisirs de la vie, de n'importe quel instant, même juste le fait de respirer dans la forêt, quoi. Enfin, tu vois, et d'aller embrasser un arbre, j'en sais rien. Oui, bah, c'est bien le genre de la personne qui pose la question. Donc, oui, ça fait un petit clin d'œil. Euh, Moi, il y a le terme accepter, alors qui me vient. Mais alors, je ne veux pas l'utiliser dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que je pense qu'il est important d'accepter le constat de là où on en est actuellement. Parce que tu vois, par exemple, quand tu as dit, voilà, on ne peut plus aller voyager où on veut comme ça sans se poser de questions, moi, ça, tout de suite, j'ai eu une tristesse qui est remontée en mode, ouais, j'ai pas encore complètement digéré le truc, j'ai pas encore complètement accepté. Donc, c'est déjà accepter que le constat est là. Accepter que le constat est là ne veut pas dire qu'on est d'accord avec. D'accord? Ça veut juste dire on se dit la vérité, on se ment pas sur la situation. Et hum, je pense que c'est beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de tout ce qui est impacté en fait dans notre vie émotionnelle, dans les enfants qui vont à l'école en ce moment et qui intègrent des gestes et des précautions et plein de choses comme ça inconscientes qui vont rentrer. Euh, à nous d'en faire une force. En fait, il y a des moyens de lutter entre guillemets contre, mais ils sont intérieurs. C'est change-toi toi et tu changeras le monde. Vis-le avec amour et t'apporteras de l'amour à la situation. Enseigne ce que tu as enseigné et tu changeras les gens, t'aideras les gens à changer. Et, et c'est pas je pense pas que ce soit en prenant les armes qu'on va changer la situation en fait. L'ennemi, il est pas très physique. Donc j'ai envie de vous dire, faites le constat de où on en est réellement sur Terre, au-delà des informations. Faites votre constat personnel avec votre propre recherche. Et demandez-vous quelle ligne de conduite vous avez envie d'avoir. Et là, vous serez peut-être un peu plus dans l'amour parce que ce sera votre version de l'histoire en fait. Et ce ne sera pas quelque chose qu'on vous aura imposé. J'ai juste un petit conseil à ajouter, c'est ne regardez pas les infos, ne lisez pas les news. Voilà, c'est tout. Ouais, non, Si vous n'êtes pas déprimé, vous aurez une énergie beaucoup plus positive. Voilà. ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça aussi. C'est clair. D'ailleurs, je le vois, tu vois, mes parents, par exemple, ils regardent, enfin pas trop ma mère, mais mon père, il regarde beaucoup les infos et tout. Bah, résultat, ça tourne dans sa tête non-stop dans la journée et il nous parle de ça. Et moi, je suis là, mais papa, tu sais, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est la fluidité, c'est l'amour, c'est machin. Et quand est-ce que tu parles de ces trucs-là, en fait, parce que c'est important. Voilà. Anxiogène, c'est très anxiogène. Ça existe, il faut savoir que voilà, il y a le problème, il faut faire Voilà, c'est ça. attention. Ça existe. Il faut arrêter d'aller chercher la source de l'info qui va nous stresser, qui va nous faire vivre dans la peur. Voilà. Enfin, je sais pas si ça existe, mais ça, il y a des contraintes. Ça a des contraintes sur notre vie. Voilà, je dirais ça comme ça. Place. Ouais, et bah, je reviens à ce que je disais au début. Vous avez le choix entre la peur et l'amour. Choisissez l'amour. Exact. Est-ce que quand vous allez allumer la télé, ça va vous apporter de l'amour ou pas? Ça dépend ce que vous regardez, peut-être aussi. Mais voilà. Et je sais plus qui disait vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Effectivement, ouais, je suis totalement d'accord. Alors faites gaffe. Tu t'associes au fruit de tes pensées. Ouais, tu Tu peux t'identifies. choisir tes pensées, du coup, Oui, ou là ce on à quoi arrive, tu là pourrais on penser. arrive vraiment sur le dev perso là.
Mais c'est important. Ouais. Alors toi, tu es sur le dev perso et moi, je suis sur le dev impersonnel. Le développement impersonnel, je ne connaissais Ouais. pas ça, c'est très intéressant. J'aide les gens à déstructurer leur personnalité pour accéder à la spiritualité. Hmm, ah, beau, quel beau programme. Donc en gros, à Je sais pas si sortir, j'ai envie d'être déstructuré. c'est Non, je vois ce que tu veux dire. en fait, on croit beaucoup de choses sur soi et le dev perso est là pour ça et je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin des deux en fait. Et, et en fait, je vais beaucoup aider des gens qui sont allés très 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 loin dans le travail sur eux, qui pensent beaucoup de choses sur eux, qui se contrôlent, qui se maîtrisent, qui sont dans une forme de performance, que ce soit une performance dans le travail, une performance même dans la spiritualité, certains. Pour certains, c'est un objectif, c'est un challenge, ça devient mental, quoi. Et justement, c'est si on déconstruit tout ça et qu'on prend juste ce qui est naturel chez toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a des fois, ils sont perdus, mais Ben, c'est difficile de important. définir qu'est-ce qui est naturel, puisqu'on on a une personnalité qu'on a construite. Donc, Bah, après, ça, c'est d'où la des... déstructuration de la personnalité pour aller chercher ce qu'il y a vraiment derrière. Après, ça, À c'est l'intérieur. des méthodes ouais, un peu, enfin, je dirais pas secrètes, mais des méthodes que j'enseigne, si tu veux, et ce serait compliqué d'expliquer là, mais en gros, je les aide à retrouver leur énergie secrète, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle ils sont arrivés sur Terre, D'accord. avant qu'ils aient une histoire terrestre. OK. Et ouais. Euh, Sandrino, du coup, on peut te retrouver sur YouTube. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne? À réussir ses relations. Réussir ses relations. Réussir sa relation. Et donc, la chaîne YouTube et le nom de le site s'appelle pareil, Réussir ses relations. Ok. Et tu es aussi sur Facebook? J'ai une page Facebook, je l'alimente très très peu, ouais, Ouais. aussi. Donc plutôt YouTube et le site internet. Oui, plutôt, ouais, Ouais. plutôt YouTube et le blog. Sur le blog, j'ai 250 articles. Sur YouTube, je sais pas, une centaine de vidéos peut-être, quelque chose comme Waouh! ça. Je Mm. fasse un petit peu plus, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Enfin, ça fait depuis juin. Il faut que je m'y remette un petit peu. Et quels sont tes accompagnements? T'en as un, plusieurs? Comment ça se passe? J'ai un programme d'accompagnement, j'ai des petites formations, mais j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle 4 mois pour transformer votre vie amoureuse, qui est de formule. En fait, il y a une formation en ligne de développement personnel appliquée aux relations amoureuses, mais qui n'est pas uniquement euh, utile à la relation amoureuse, puisque quand on se développe, qu'on travaille sur soi, tous les domaines de notre vie on sont transformés, et qui contient aussi des coachings de groupe, 4 heures par mois, 4 à 6 heures par mois, en direct, en vidéo, où je réponds aux questions en live, où on échange, où on discute, voilà, qui sont très intéressants. Voilà, c'est un programme qui, qui porte bien ses fruits, je Mm. dirais ça comme ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter, un message important, une invitation pour les gens? Euh, Parfois, il est bon de se poser certaines questions. Parfois, il est préférable d'arrêter de s'en poser Ok. et, et de lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'on peut toujours se poser des questions qui vont nous pourrir la vie. On l'a vu aujourd'hui à travers certaines questions qui visent un peu à gâcher une histoire, alors qu'on est on est peut-être bien dans notre histoire. Euh, et, et je pense que ce qui est important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est important de se poser des questions, mais se poser les bonnes questions dans sa vie. Et pour moi, être heureux, c'est apprendre avant tout à se connaître, vraiment. Apprendre à se connaître, savoir qui on est. Et plus on se connaît bien, plus on réussit nos histoires, plus on apprend à s'aimer déjà, et plus on réussit nos histoires avec les autres. Donc, connais-toi Connais-toi toi-même. toi-même. Euh, On dirait une mais insulte. pour moi, c'est le plus important, vraiment. Ok. Pour Et les donner de personnes. l'amour autour de vous. Souriez, souriez, donnez de l'amour, donnez de l'énergie.
ou vous renfermez pas sur vous dans votre appartement, dire ah, j'ai des problèmes. Ouvrez-vous, fermez pas votre cœur. Voilà, Sortez, prenez l'air, rencontrez du monde. exactement. Et ne mettez pas un objectif derrière chaque rencontre. Moi, il y a un truc qui m'avait aidé, c'était de rencontrer du monde pour rencontrer du monde et pas pour rencontrer la bonne personne. Effectivement, parce que de manière naturelle, tu vas de toute façon, si tu n'as pas d'attente et que tu sors, tu vas rencontrer, tu es ouvert, tu vas rencontrer des gens et peut-être que l'amour, un des amours de ta vie, je dirais, c'est le pote d'un pote, d'une connaissance que tu as rencontré, tu vas rencontrer demain soir, on ne sait Ouais. pas. Mais en tout cas, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, site de rencontre, bon, hein, la vraie vie, c'est un petit peu plus sympa, je trouve. J'ai rencontré Si vous sur pouvez. un site de rencontre, mais on s'est vite rencontrés en vrai. Donc, voilà. Tout est faisable, mais privilégiez la vraie vie, enfin, Bien sûr. le presque hasard, on va dire, que vous allez provoquer. Mm. Allez sur le terrain. Exactement. Euh, Donc, de rester sur votre écran toute la journée ou sur votre téléphone à faire comme ça. c'est une horreur, ça, en fait. Je trouve les réseaux sociaux, les téléphones, la télévision, c'est... Si on n'avait pas tout ça, on rencontrerait l'amour bien plus vite, je pense. On aurait une vie relationnelle beaucoup plus riche, Oui, ouais, je pense. c'est clair. Ok. Bah, pour ceux qui sont intéressés par mon énergie, mon approche de l'être humain, de la spiritualité, des guides, ceux qui ont envie de retrouver leur mission de vie, leur chemin, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube, donc, où il y aura sûrement cette vidéo. Diane Seri, guide de voyage intérieur. Vous pouvez me retrouver sur dianeseri.com, je crois que c'est .com. Je ne sais même plus, tu sais, mon site web. Et je suis très présente sur Facebook. Il y a même un groupe privé, le groupe des expérienceurs de vie. Donc, je fais souvent des posts pour vous inviter à nous retrouver. Et le programme que je propose en accompagnement s'appelle Cœur de Panthère. C'est un accompagnement de 2 mois pendant lesquels on va harmoniser les 5 strates de notre être à travers 5 étapes différentes. Chaque étape sera guidée par un animal. On commence avec la panthère pour travailler sur le passé. Ensuite, on travaille avec l'ours pour apaiser l'ego. Ensuite, on travaille avec le loup pour exprimer les émotions, avec l'aigle pour se relier avec son moi supérieur et développer ses dons de médium, ses dons d'artiste, quels que soient les dons que vous avez. Et ensuite, on travaille avec la rivière pour assembler tout ça et voir comment est-ce qu'on gère dans la vie de tous les jours avec tous les outils que vous aurez appris entre astrologie, voyage astral, Ho'oponopono. Enfin, il y a tellement de choses que vous allez découvrir. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver, que ce soit moi ou Sandrino, pour avancer sur vos problématiques qui, en fait, sont peut-être beaucoup plus simples que vous le pensez et qui sont peut-être beaucoup plus reliées à votre moi intérieur qu'à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je te remercie beaucoup, Sandrino. Mais moi aussi, ce fut très intéressant. On a eu des questions très intéressantes et j'espère que les spectateurs trouveront des réponses, en tout cas, à leurs questions ou des éléments utiles à leur cheminement, je dirais. Ouais, je le pense. Je le pense. Rien que parler. Des fois, les mots sont importants. Enfin, des fois, les mots sont pas si importants que ça. Des fois, c'est juste l'énergie. Et moi, j'aime bien parce que Sandrino, il a une douceur qui fait que tout de suite, on l'entend, ça, on redescend, on atterrit, quoi. Donc ça, c'est déjà Est-ce que génial. tu m'as pas vu avec mon gamin quand il m'énerve? Non, non. La douceur, parfois, bon, hein, j'ai du mal. Hein. Bah ouais, mais moi aussi, tu sais, j'ai mon côté sombre. Hein. Moi aussi, je peux me mettre en colère. Et On laissera ça pour hors de la conférence. la panthère, Hein. voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir proposé cette interview très intéressante.
Merci beaucoup, Sandrino. Bouge pas, je Merci vais couper Diane. la vidéo. Salut tout le monde. Ciao, à très bientôt.